Mademoiselle Marchand, chambre 314. Identité protégée, discrétion absolue. Élodie leva les yeux de son planning matinal, surprise par le ton inhabituel de Madame Rousseau, l'infirmière chef du service cardiologie. 29 ans passés à naviguer entre les couloirs aseptisés du centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges. Et jamais elle n'avait entendu ces mots dans la bouche de sa supérieure. « Identité protégée ?» murmura Élodie en ajustant sa blouse blanche, ses cheveux châtains tirés en chignon impeccable. « Un témoin protégé ? Moins vous en saurez, mieux ce sera. » Le regard de Madame Rousseau était plus dur qu'à l'ordinaire. « Il a été transféré de nuit depuis Paris. Condition critique. Le directeur de l'hôpital lui-même supervise le dossier. » Élodie hocha la tête, habituée aux mystères administratifs qui parfois s'abattaient sur leur petit hôpital de province. Bourges n'était pas Paris, mais leur service de cardiologie jouissait d'une réputation excellente, attirant parfois des cas complexes de la capitale. Elle remonta le couloir aux murs blancs cassés, ses pas résonnant sur le linoléum usé. L'automne 2024 touchait à sa fin, et par les grandes fenêtres, elle apercevait les feuilles dorées des platanes qui bordaient l'avenue Marcel Hegelen. Cette vue familière l'apaisait toujours, lui rappelant pourquoi elle avait choisi de rester à Bourges malgré les offres parisiennes qu'elle avait reçues après ses études. La chambre 314 se trouvait dans l'aile la plus calme du service, celle réservée aux patients nécessitant une surveillance particulière. Élodie frappa doucement avant d'entrer, comme elle l'avait toujours fait, par respect pour l'intimité de ceux qu'elle soignait. « Bonjour, je suis Élodie, votre infirmière pour ce... » Sa phrase mourut dans sa gorge. L'homme qui reposait sur le lit d'hôpital avait des traits fins, aristocratiques, que même l'épuisement et les cernes ne parvenaient pas à altérer. Ses cheveux bruns étaient négligemment ébouriffés et ses yeux d'un vert profond la fixaient avec une intensité troublante. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard, quelque chose qui fit battre son cœur plus fort, mais elle ne parvenait pas à identifier quoi. Élodie. Il prononça son prénom comme s'il le connaissait déjà, d'une voix rauque mais étrangement douce. Élodie Marchand. Elle sursauta. Comment connaissait-il son nom de famille? Sur son badge ne figurait que son prénom. Comment commença-t-elle? Mais il leva une main faible pour l'interrompre. « Pardonnez-moi !» Il tenta un sourire, mais la douleur qui traversait ses traits était évidente. « J'ai vu votre nom sur la liste des infirmières ce matin. Jolie coïncidence. » Élodie n'était pas convaincue par cette explication, mais elle avait appris à ne pas questionner ses patients, outre mesure. Elle s'approcha du lit, vérifiant d'un œil professionnel les moniteurs qui bipaient régulièrement autour de lui. « Comment vous sentez-vous, monsieur ?» Elle attendit qu'il donne son nom, mais il se contenta de la regarder. « Matisse. Appelez-moi Matisse. » Il ferma les yeux un instant, comme si prononcer ces mots l'épuisait. « Et pour répondre à votre question, j'ai connu des jours meilleurs. » L'ironie dans sa voix ne masquait pas la gravité de son état. Élodie consulta discrètement le dossier médical temporaire qu'elle portait. Cardiomyopathie sévère, antécédent de troubles du rythme, état général précaire. Les notes du médecin étaient lapidaires, mais l'urgence transpirait de chaque ligne. « Le docteur Moreau passera vous voir dans la matinée, » dit-elle en vérifiant la perfusion. « En attendant, avez-vous mal quelque part? Puis-je faire quelque chose pour vous soulager ?» Matisse l'observa longuement, et Élodie eut l'étrange impression qu'il ne la regardait pas seulement comme une soignante, mais comme s'il tentait de déchiffrer quelque chose en elle, de retrouver un souvenir enfoui. « Vous savez, dit-il finalement, j'ai passé les derniers mois dans les plus grands hôpitaux privés d'Europe. Genève, Munich, Londres, des suites luxueuses, des médecins célèbres, tout ce que l'argent peut acheter. » Il marqua une pause, son regard se perdant vers la fenêtre où on apercevait les toits de tuiles rouges du vieux Bourges. « Et pourtant, c'est ici, dans cette chambre simple, avec cette vue sur une ville que la plupart des gens ne connaissent même pas, que je me sens le plus en paix. » Élodie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il y avait une mélancolie dans la voix de cet homme qui la touchait profondément. Elle avait soigné tant de patients au fil des années, mais rarement elle avait ressenti cette connexion immédiate, inexpliquée. « Bourges a ce don, dit-elle doucement en ajustant ses oreillers.
Cette ville vous prend par surprise. On croit arriver dans une petite ville de province sans histoire, et on découvre une cathédrale gothique époustouflante, des jardins secrets, des gens d'une générosité rare. Vous y êtes né? Pas exactement. Élodie sourit, ses pensées dérivant vers ses souvenirs d'enfance. Ma grand-mère m'y a emmené quand j'avais 7 ans. Elle disait que Bourges était le cœur de la France, l'endroit où on pouvait encore entendre battre l'âme du pays. Et elle avait raison? Élodie le regarda, surprise par l'intensité de sa question. Cet homme n'était pas un patient ordinaire. Cela devenait de plus en plus évident. Je pense que oui, répondit-elle sincèrement. J'ai eu des opportunités de partir, de travailler ailleurs. Mais chaque fois que je songe à quitter Bourges, quelque chose me retient, comme si j'avais encore quelque chose d'important à y accomplir. Mathis ferma les yeux, et pendant un instant, Élodie crut qu'il s'était endormi. Puis, sans les rouvrir, il murmura « Peut-être que ce quelque chose, c'était moi. » Elle le fixa, interdite. Que voulait-il dire par là? Avant qu'elle puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir, et la voix familière du docteur Moreau s'éleva. « Mademoiselle Marchand, notre patiente est réveillée ?»« Oui, docteur, » répondit-elle, s'écartant pour laisser entrer le médecin chef du service. Le docteur Moreau, homme dans la soixantaine aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, s'approcha du lit avec son sourire habituel. Mais Élodie remarqua une certaine tension dans ses épaules, une gravité qu'elle ne lui connaissait pas. « Monsieur Delambre, » dit-il en serrant la main de son patient, « comment allez-vous ce matin ?»« Delambre. » Élodie enregistra le nom, se demandant pourquoi il lui semblait familier. Mais avant qu'elle puisse creuser cette impression, Mathis, ou plutôt Mathis Delambre, la regarda intensément. « Docteur, dit-il sans quitter Élodie des yeux, j'aimerais que mademoiselle Marchand soit mon infirmière référente. Si c'est possible, bien sûr. » Le docteur Moreau jeta un coup d'œil à Élodie, puis hocha la tête. « Bien sûr, Élodie est notre meilleure infirmière. Vous serez entre de bonnes mains. » En sortant de la chambre quelques minutes plus tard, après avoir laissé le médecin examiner son patient, Élodie sentait encore le poids de ce regard vert sur elle. Mathis Delambre. Ce nom résonnait dans sa mémoire comme un écho lointain, mais elle ne parvenait pas à le situer. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans la chambre 314, Mathis fixait le plafond avec un sourire mélancolique. Après 15 ans, il l'avait retrouvée. La jeune fille timide aux yeux noisettes qui l'avait fait rire un jour de juillet à Bordeaux, quand le monde s'écroulait autour de lui. Elle ne se souvenait manifestement pas de lui, mais peu importait. Le destin venait de lui offrir une seconde chance. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Mathis Delambre, et Élodie ne parvenait toujours pas à chasser cette sensation d'étrangeté qui l'habitait chaque fois qu'elle entrait dans la chambre 314. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme s'il détenait un secret qu'elle aurait dû connaître. Ce matin-là, elle le trouva assis près de la fenêtre, contemplant les jardins de l'hôpital où les dernières roses de l'automne s'accrochaient encore aux buissons. Il portait un pyjama d'hôpital standard, mais même dans cette tenue impersonnelle, il conservait une élégance naturelle qui ne trompait pas. « Bonjour Mathis, » dit-elle en entrant avec son plateau de médicaments. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Il se tourna vers elle, et elle fut frappée par la pâleur de ses traits. Les nuits étaient difficiles, elle le savait. Elle entendait les bips irréguliers des moniteurs quand elle passait dans le couloir pendant ses rondes nocturnes. « J'ai fait un rêve étrange cette nuit, » dit-il d'une voix songeuse. « J'étais dans une ville que je ne connaissais pas, sur les bords d'un fleuve. Il y avait un festival, de la musique, des rires, et une jeune fille aux cheveux châtains qui me donnait un origami en forme de grue. Élodie faillit lâcher le gobelet d'eau qu'elle tenait. Un souvenir, vague mais troublant, remua dans sa mémoire. Un été lointain. Elle avait 16 ans peut-être. Bordeaux. Le festival de musique où sa grand-mère l'avait emmenée. « Bordeaux ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Mathis la regarda intensément. « Vous vous souvenez ?» Ce n'était pas une question. Élodie posa le plateau sur la table de chevet, ses mains tremblant légèrement. Les images revenaient par fragments. L'été 2009, elle avait effectivement 16 ans. Sa grand-mère avait organisé ce voyage surprise pour célébrer ses excellents résultats au baccalauréat.
Le festival de jazz sur les quais de la Garonne, cette chaleur suffocante de juillet. Il y avait un garçon, murmura-t-elle, ses yeux fixés sur Matisse. Il pleurait. Il était assis sur un banc près de la scène principale, et il pleurait. Mes parents venaient de mourir dans un accident de voiture. Les mots tombèrent, comme des pierres dans l'eau tranquille de la chambre d'hôpital. Élodie porta la main à sa bouche, les souvenirs affluant maintenant avec une clarté douloureuse. Vous étiez si jeune. J'avais voulu vous réconforter, mais je ne savais pas quoi dire. Alors Vous avez plié un morceau de papier que vous aviez dans votre sac. Un origami, une grue de papier blanc. Matisse sourit, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Vous m'avez dit que dans la culture japonaise, la grue symbolisait l'espoir et la longévité, que si je gardais cette grue, elle me porterait bonheur. Élodie sentit les larmes monter. Elle se souvenait maintenant. Ce garçon au trait fin, au regard désespéré, qui avait arrêté de pleurer quand elle lui avait tendu cette petite grue de papier. Elle se souvenait de son sourire, le premier qu'il ait eu ce jour-là. « Vous l'avez gardé ?» demanda-t-elle dans un souffle. Matisse tendit la main vers sa table de chevet et ouvrit le tiroir. Il en sortit une petite grue de papier, jaunâtre et fragile, mais parfaitement conservée. « 15 ans, dit-il simplement. Elle m'a accompagné partout. Dans mes études à Londres, lors de la création de ma première entreprise, dans tous les hôpitaux où j'ai été soigné ces derniers mois. » Élodie prit délicatement l'origami entre ses doigts. Le papier était usé, presque translucide, mais la forme était intacte. Une émotion immense l'envahit, mélange de tendresse, de nostalgie et de quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit plus tôt ? Parce que vous ne vous souveniez pas, et que... » Il hésita, cherchant ses mots. « J'avais peur que vous pensiez que j'étais fou. Qui garde un origami fait par une inconnue pendant 15 ans ? Quelqu'un pour qui ce geste a eu une importance énorme, » répondit-elle doucement. Matisse hocha la tête. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Ce jour-là, j'étais perdu. Mes parents étaient morts. J'héritais d'un empire industriel dont je ne voulais pas. J'avais 21 ans, et l'impression que ma vie était finie avant d'avoir commencé. Et puis cette jeune fille timide, avec ses yeux noisettes pleins de compassion, m'a tendu ce petit bout d'espoir. » Il marqua une pause, ses doigts effleurant l'origami qu'Élodie tenait toujours. « Je me suis promis ce jour-là que si je la retrouvais un jour, je lui dirais merci. Que je lui expliquerais qu'elle m'avait sauvé la vie sans le savoir. » Élodie sentit son cœur battre à tout rompre. Il y avait quelque chose d'irréel dans cette situation, comme si le destin avait tissé des fils invisibles entre eux pendant toutes ces années. « Matisse, qui êtes-vous vraiment ?» Il la regarda longuement, comme s'il pesait les conséquences de sa réponse. « Matisse Delambre, PDG de Delambre Innovation, une holding technologique basée à Paris. » Il eut un sourire ironique. « L'un des hommes les plus riches d'Europe, d'après Forbes, et accessoirement un homme qui va probablement mourir dans les semaines qui viennent. » Le sang d'Élodie se glaça. « Ne dites pas ça, c'est la vérité. » Sa voix était calme, résignée. « Cardiomyopathie génétique, la même maladie qui a tué mon grand-père et mon oncle. Les médecins m'ont donné 6 mois maximum. C'était il y a 4 mois. » Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cet homme qu'elle venait de retrouver, ce lien mystérieux qui les unissait depuis tant d'années. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi pas dans une clinique privée, avec les meilleurs spécialistes? Matisse tourna son regard vers la fenêtre où les feuilles d'automne dansaient dans le vent. Parce que j'en avais assez de mourir entouré de faux semblants. Des médecins qui me mentaient par politesse. Des proches qui ne venaient me voir que pour parler d'héritage, des journalistes qui guettaient le moindre signe de faiblesse. Il la regarda de nouveau. Je voulais finir ma vie dans un endroit authentique, entouré de personnes vraies. Et vous pensiez me retrouver ici? Non. Il sourit, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ce sourire atteignit ses yeux. Ça, c'est le plus beau cadeau que m'ait fait le hasard. Ou le destin, appelez ça comme vous voulez. Élodie reposa délicatement l'origami sur la table de chevet. Ses pensées se bousculaient. Cet homme était en train de mourir, et il était... Qui était-il exactement?
Un milliardaire, cela expliquait les mesures de sécurité, l'identité protégée, la discrétion absolue exigée par la direction. Les médecins, ils ne peuvent vraiment rien faire. Il existe une intervention expérimentale, en Suisse, à Genève. Mais les chances de succès sont minimes et... Il haussa les épaules. À quoi bon prendre ce risque pour gagner quelques mois de plus dans un monde qui ne m'a jamais vraiment intéressé? Et maintenant, la question avait jailli de ses lèvres avant qu'elle puisse la retenir. Matisse la regarda avec une intensité nouvelle. Maintenant, j'ai retrouvé la personne qui m'a appris que l'espoir existait. Peut-être que ça change les choses. Un silence s'installa entre eux, lourd de possibilités non exprimées. Élodie sentait qu'un tournant venait de s'opérer, que quelque chose d'irréversible était en train de se jouer dans cette chambre d'hôpital aux murs blancs. « Élodie, dit-il doucement, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir? Je sais que c'est contraire au règlement, mais... » « Oui, répondit-elle avant même de réfléchir. Elle venait de dire oui à un homme qu'elle connaissait depuis 3 jours, qui était l'un des plus riches d'Europe, et qui se mourait. Elle venait de dire oui, sans comprendre pourquoi, guidée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas. Mais en voyant son sourire, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Ce soir-là, Élodie quitta l'hôpital avec une sensation étrange au creux de l'estomac. Elle avait accepté de dîner avec Matisse, mais comment cela allait-il se passer concrètement? Il était patient, elle était son infirmière, et les règles déontologiques étaient claires à ce sujet. En rentrant dans son petit appartement de la rue des Arènes, elle contempla sa garde-robe avec perplexité. Que portait-on pour dîner avec un milliardaire mourant dans un hôpital? Cette pensée lui arracha un sourire nerveux. Sa vie avait pris un tournant si inattendu qu'elle ne savait plus comment réagir. Elle opta finalement pour une robe simple en laine bleu marine, élégante, sans être ostentatoire. En se regardant dans le miroir de sa salle de bain, elle repensa à cette jeune fille de 16 ans qui avait offert un origami à un inconnu en pleurs. Jamais elle n'aurait imaginé que ce geste spontané reviendrait la hanter 15 ans plus tard. À 19 heures, elle était de retour à l'hôpital. Les couloirs étaient plus calmes le soir, baignés dans la lumière tamisée des veilleuses. En approchant de la chambre 314, elle entendit des voix. Matisse parlait au téléphone, et même à travers la porte fermée, elle percevait la tension dans sa voix. « Non, Laurent, je vous ai dit que ma décision était prise. » Une pause. « Peu m'importe ce que pense le conseil d'administration. J'ai le droit de choisir où je veux mourir. » Élodie hésita à frapper. Elle entendait maintenant une voix furieuse à l'autre bout du fil, probablement celle de ce Laurent. « Vous ne comprenez pas ?» continua Matisse, sa voix plus faible maintenant. « Je ne reviendrai pas à Paris, pas maintenant, trouver une solution pour la fusion avec Brennan Industries sans moi. » Nouveau flot de paroles incompréhensibles de l'autre côté. « Laurent, écoutez-moi bien. » La voix de Matisse se fit plus ferme. « J'ai passé 20 ans à bâtir cet empire. 20 ans à sacrifier ma vie privée, mes envies, mes rêves sur l'autel de la réussite financière. Aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui vaut plus que tous les milliards du monde. Alors, pour une fois dans ma vie, laissez-moi être égoïste. » Il y eut un silence, puis le bruit d'un téléphone que l'on raccroche brutalement. Élodie frappa doucement et entra. Matisse était assis au bord de son lit, la tête entre les mains. Il leva les yeux vers elle, et elle fut frappée par l'épuisement qu'elle lut dans son regard. « Problème professionnel ?» demanda-t-elle avec délicatesse. Il eut un rire amer. « Mon bras droit pense que je suis devenu fou. Selon lui, ma place est à Paris, dans mon bureau, à gérer les affaires courantes jusqu'à mon dernier souffle. Et vous, qu'en pensez-vous » Matisse la regarda longuement. « Je pense que Laurent n'a jamais compris que l'argent n'était qu'un moyen, pas une fin. » Il se leva avec effort, ajustant sa robe de chambre en soie anthracite qui avait remplacé le pyjama d'hôpital standard. « Mais assez parlé de ça. Vous êtes magnifique, Élodie. » Elle rougit, surprise par la sincérité de son compliment. « Où allons-nous dîner exactement ? La cafétéria de l'hôpital ferme à 18 heures. » Matisse sourit mystérieusement. « Faites-moi confiance. » Il la guida hors de la chambre, et à sa grande surprise, ils ne prirent pas la direction des ascenseurs principaux, mais un escalier de service qu'elle connaissait mal.
Ils montèrent jusqu'au 6e étage, le dernier niveau de l'hôpital, puis Mathis poussa une porte marquée « Accès interdit, personnel autorisé uniquement ». Mathis, nous ne pouvons pas. J'ai obtenu une autorisation spéciale, dit-il en sortant un badge magnétique de sa poche. Les avantages d'être un patient VIP. Ils débouchèrent sur le toit terrasse de l'hôpital, un espace habituellement réservé aux équipements techniques. Mais ce soir-là, l'endroit avait été transformé. Une petite table ronde était dressée près du rebord, éclairée par des bougies et ornée d'un bouquet de roses blanches. Bourges s'étendaient à leurs pieds, les lumières de la ville scintillant dans la nuit d'automne. Comment? Élodie était sans voix. Disons que quand on possède une des plus grandes fortunes d'Europe, on peut se permettre quelques caprices, dit-il avec un sourire en coin, et que certaines personnes sont très motivées par de généreux dons aux œuvres de l'hôpital. Il l'accompagna jusqu'à sa chaise avec une galanterie qui semblait naturelle chez lui. Un serveur en livrée apparut comme par magie, portant des plats qui sentaient divinement bon. Le chef du vieux Berry a accepté de nous préparer un menu spécial, expliqua Mathis en voyant son expression ébahie. Rien d'extravagant, juste de la bonne cuisine du Berry. J'ai pensé que vous apprécieriez. Effectivement, les plats qui se succédèrent étaient un hommage à la gastronomie locale. Terrine de sanglier aux noisettes, coq au Sancerre avec ses champignons des bois, tarte aux poires Williams, accompagnée d'une crème à la vanille Bourbon. Simple mais raffinée, cette cuisine parlait du terroir qu'Élodie aimait tant. « Vous avez pensé à tout », murmura-t-elle, encore sous le choc de cette mise en scène digne d'un conte de fées. « J'ai eu peur que vous changiez d'avis », avoua-t-il. « Alors j'ai voulu rendre cette soirée inoubliable. » Ils mangèrent dans un silence confortable, ponctuant leur repas de conversation sur Bourges, sur leurs souvenirs respectifs, sur ces 15 années qui les avaient séparés. Mathis lui raconta ses études à la London School of Economics, la pression énorme qu'il avait ressentie en héritant si jeune de l'empire familial, ses premiers succès dans la technologie, puis ses doutes récents. Élodie, de son côté, lui parla de sa grand-mère, décédée 5 ans plus tôt, qu'il avait élevée après que ses parents eurent émigré au Canada. Elle lui confia son rêve secret, ouvrir un jour un centre d'accueil pour personnes âgées isolées, un endroit chaleureux où elles pourraient finir leurs jours entourées de bienveillance. « Pourquoi secret ?» demanda Mathis, intrigué. « Parce que c'est irréalisable. » Elle haussa les épaules avec fatalisme. « Il faudrait des fonds considérables, des autorisations, un terrain. Je suis infirmière dans un hôpital public. Mon salaire me permet tout juste de vivre décemment. Et si quelqu'un pouvait vous aider à réaliser ce rêve, qui voudrait investir dans un projet aussi peu rentable ?» Elle rit, mais sans amertume. « Non, Mathis, certains rêves sont faits pour rester des rêves. Ils nous font avancer. C'est déjà beaucoup. » Mathis ne répondit pas, mais elle remarqua qu'il réfléchissait intensément. Vers 22 heures, alors qu'il finissait de déguster un crottin de Chavignol accompagné d'un verre de Sancerre, Mathis posa sa main sur celle d'Élodie. « Je vais vous faire un aveu, » dit-il, ses yeux verts plongés dans les siens. « Ces 3 derniers jours ont été les plus beaux de ma vie depuis 15 ans. » « Mathis, laissez-moi finir. » Sa voix était douce mais déterminée. « Je sais que notre situation est particulière. Je sais que vous ne me connaissez que depuis quelques jours, que je suis votre patient, que je vais mourir. Mais j'ai besoin que vous sachiez que vous m'avez rendu quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais. » « Quoi donc ? » ?»« L'envie de vivre. » Ces mots résonnèrent dans le silence de la nuit bourgeoise. Au loin, la cathédrale Saint-Étienne dressait sa silhouette gothique vers les étoiles, témoin silencieux de cette déclaration inattendue. « Vous me donnez envie de me battre, Élodie, de tenter cette opération en Suisse, de croire qu'il y a peut-être encore de beaux jours devant moi. » Élodie sentit ses yeux s'embuer. Cet homme, qui avait tout, argent, pouvoir, réussite, lui disait qu'elle lui avait redonné l'espoir. C'était vertigineux et terrifiant à la fois. « Et si l'opération échoue ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Alors au moins j'aurais essayé. Pour vous, pour nous. » Il y avait tant d'émotion dans sa voix qu'Élodie en eut le souffle coupé.
Elle réalisa qu'en l'espace de quelques jours, cet homme avait bouleversé sa vie tranquille et prévisible, et que malgré toutes les incertitudes, malgré les obstacles qui se dressaient devant eux, quelque chose de profond et d'irréversible était en train de naître entre eux. « Mathis, dit-elle finalement, si vous décidez de tenter cette opération, je veux vous accompagner. » Le sourire qui illumina son visage valait toutes les richesses du monde. Les jours qui suivirent leur dîner sur le toit furent marqués par une intensité nouvelle dans la relation entre Élodie et Mathis. Elle passait désormais tout son temps libre dans sa chambre, partageant avec lui des conversations qui s'étendaient tard dans la nuit. Ils parlaient de tout, littérature, voyage, philosophie, projets d'avenir. Mathis se révélait être un homme d'une culture immense et d'une sensibilité qu'il cachait sous son apparence d'homme d'affaires impitoyable. Ce matin-là, en arrivant à l'hôpital, Élodie fut interceptée par Madame Rousseau dans le couloir du service cardiologie. « Mademoiselle Marchand, il faut que nous parlions. » Le ton de l'infirmière-chef était plus sec qu'à l'ordinaire. Élodie la suivit dans son bureau, une petite pièce encombrée de dossiers et de circulaires administratives. « Asseyez-vous. » Madame Rousseau referma la porte derrière elle. « Il semble que votre proximité avec le patient de la chambre 314 ait été remarquée. » Élodie sentit son cœur se serrer. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. »« Allons, Élodie. Vous passez des heures dans sa chambre, en dehors de vos horaires de service. Le personnel de nuit vous a vu sortir de l'hôpital à 23 heures il y a 3 jours. Et hier, on vous a aperçu en grande conversation avec lui dans les jardins. » Madame Rousseau croisa les bras, son expression sévère. « Je dois vous rappeler que les relations personnelles entre soignants et patients sont strictement interdites par notre règlement intérieur. Sans compter que ce patient en particulier... » « Quoi, ce patient en particulier ? Ne faites pas l'innocente, vous savez parfaitement qui il est. Mathis Delambre, PDG de Delambre Innovation. Sa fortune est estimée à plus de 2 milliards d'euros. Cet homme fait la une des journaux économiques européens depuis 15 ans. » Élodie accusa le coup. Elle avait fini par faire des recherches sur Internet après leur dîner et les résultats l'avaient sidérée. Photos de gala de charité où Mathis apparaissait en smoking, articles sur ses innovations technologiques révolutionnaires, classement Forbes où son nom figurait en bonne place, un monde qui lui était complètement étranger. « Et alors ?» dit-elle, tentant de masquer son trouble. « Cela change-t-il quelque chose à la qualité des soins que je lui prodigue ? » « Cela change tout. » Madame Rousseau éleva la voix. « Vous ne comprenez donc pas dans quoi vous vous engagez ? Cet homme évolue dans un univers impitoyable. Il a probablement des dizaines de femmes à ses pieds. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous l'intéressez vraiment ?» Ces mots atteignirent Élodie comme des gifles. Toutes ses insécurités remontèrent à la surface. Effectivement, que pouvait bien lui trouver un homme comme Mathis, elle, petite infirmière de province, sans fortune ni relation ? « Je vous interdis de retourner dans sa chambre en dehors de vos heures de service, » continua l'infirmière-chef. « Et je vais demander au docteur Moreau de vous retirer de ce dossier. »« Non !» Le cri avait jailli malgré elle. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je le peux et je le ferai. Pour votre bien, Élodie, avant que cette histoire ne vous détruise. » Élodie sortit du bureau le cœur en lambeaux. Elle traversa l'hôpital comme un automate, évitant les regards de ses collègues qui avaient manifestement été mis au courant de la situation. En arrivant devant la chambre 314, elle hésita. Madame Rousseau avait peut-être raison. Peut-être était-elle en train de se bercer d'illusions. Elle frappa et entra. Mathis était au téléphone, mais il raccrocha dès qu'il la vit. « Élodie, parfait timing. Je viens d'avoir le docteur Gerbert à Genève. Il peut me recevoir la semaine prochaine pour l'opération. » Son enthousiasme contrastait cruellement avec l'état d'esprit d'Élodie. Elle s'approcha de son lit, le cœur lourd. « Mathis, il faut que nous parlions. » Il remarqua immédiatement son trouble. « Que se passe-t-il ? Vous êtes pâle. L'administration de l'hôpital, ils savent. Pour nous. » Mathis soupira et passa une main dans ses cheveux. « Je m'y attendais. Que vous ont-ils dit ? Que j'allais être retiré de votre dossier. Que... » Elle hésita puis se lança. « Que vous évoluiez dans un monde où je n'avais pas ma place. »
Mathis se redressa dans son lit, ses yeux verts étincelants de colère. « Et vous les croyez ?»« Je ne sais plus, Mathis. » Sa voix se brisa. « Regardez autour de nous. Ce dîner de l'autre soir, ces fleurs qui arrivent chaque matin dans votre chambre, cette suite que vous avez réussi à obtenir dans un hôpital public. Vous vivez dans un monde où tout s'achète, où tout se négocie. Comment puis-je être sûr que je ne suis pas... Pas quoi? Un caprice, une distraction avant de mourir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mathis la regarda longuement, et elle vit tant de peine dans ses yeux qu'elle regretta immédiatement ces mots. « Vous voulez vraiment savoir qui je suis ?» dit-il finalement d'une voix sourde. « Vous voulez connaître ma vraie vie ?» Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la cour de l'hôpital où quelques patients se promenaient en peignoir. « Je vis seul, dans un appartement de 800 mètres carrés sur l'avenue Foch. J'ai 3 voitures que je ne conduis jamais parce que j'ai un chauffeur. J'ai des comptes dans tous les restaurants étoilés de Paris, mais je mange la plupart du temps des plats à emporter devant mon ordinateur. » Il marqua une pause, ses épaules s'affaissant légèrement. « J'ai eu quelques relations au fil des années. Des femmes brillantes, sophistiquées, issues du même milieu que moi. Elles m'aimaient pour ce que je représentais, pour le statut que je leur apportais. Aucune n'a jamais pris la peine de me demander ce que je ressentais vraiment. » Il se retourna vers elle. « Jusqu'à vous. Vous êtes la première personne depuis 15 ans à me regarder vraiment. Pas mon compte en banque, pas ma position sociale. Moi, l'homme que j'ai été à 21 ans, assis sur ce banc à Bordeaux, désespéré et perdu. » Élodie sentit les larmes monter. « Alors, quand vous me demandez si vous êtes un caprice, continua-t-il, laissez-moi vous répondre ceci. Vous êtes la seule femme pour qui j'envisage de risquer ma vie dans une opération qui a 30% de chance de réussir. Vous êtes la seule personne au monde capable de me faire croire que la vie vaut encore la peine d'être vécue. » Il s'approcha d'elle, prit son visage entre ses mains. « Mais si vous avez des doutes, si vous pensez que nous venons de mondes trop différents, alors dites-le moi maintenant, parce que je ne pourrai pas supporter de vous perdre une seconde fois. » Élodie plongea ses yeux dans les siens. Elle y lut une sincérité, une vulnérabilité qui balayèrent tous ses doutes. Cet homme puissant, habitué à tout contrôler, était en train de lui ouvrir son cœur sans défense. « Non, » murmura-t-elle, « je ne veux pas vous perdre. » Il l'embrassa alors, doucement d'abord, puis avec une passion qui les surprit tous les deux. Quand ils se séparèrent, ils étaient essoufflés. « Élodie, » dit-il contre ses lèvres, « je veux vous faire une proposition, quelque chose qui résoudra tous nos problèmes. »« Laquelle ? » ?»« Épousez-moi. » Elle le regarda, bouche bée, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? » ?»« Épousez-moi, avant l'opération. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous serez protégé. Si je meurs, vous hériterez d'une partie de ma fortune, et vous pourrez réaliser tous vos rêves. Si je vis, » il sourit, « si je vis, nous aurons toute la vie pour apprendre à nous connaître vraiment. » Élodie recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. « Mathis, vous êtes en train de me demander en mariage ? » ?»« Oui, je sais que c'est fou, que nous nous connaissons à peine, que tout va trop vite. Mais le temps, justement, c'est ce qui nous manque. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je ne vous demande pas de m'aimer tout de suite. Je vous demande juste de me faire confiance, de me laisser vous prouver que ce que je ressens est vrai. » Élodie le regarda, cet homme extraordinaire qui venait de chambouler sa vie. Il lui offrait un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer, mais à quel prix? Et pourtant, au fond de son cœur, elle connaissait déjà sa réponse. Oui, le mot était sorti de ses lèvres avant qu'Élodie ne puisse le retenir. Mathis la regarda, incrédule, comme s'il n'osait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « Vous acceptez ?»« Oui, » répéta-t-elle, plus fermement cette fois. « Mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Que vous me promettiez de vous battre, de tout donner dans cette opération. Je ne veux pas épouser un homme qui a déjà renoncé. » Mathis la souleva de terre et la fit tournoyer dans la petite chambre d'hôpital, son rire résonnant contre les murs blancs. Quand il la reposa, ses yeux brillaient d'une joie qu'elle ne lui avait jamais vue. « Je vous le promets, » dit-il en caressant sa joue. « Je vais me battre comme jamais je ne me suis battu. Pour vous, pour nous. »« Mais comment allons-nous procéder ?» demanda Élodie, soudain consciente de l'énormité de ce qu'elle venait d'accepter. « Il faut publier les bans, organiser une cérémonie. Laissez-moi m'occuper de tout. »
Matisse avait retrouvé son assurance d'homme d'affaires, habitué à résoudre les problèmes complexes. « J'ai un excellent avocat à Bourges, maître Bertrand. Il peut accélérer les démarches. Nous pouvons nous marier civilement d'ici 3 jours. » 3 jours. Élodie écarquilla les yeux. C'est possible. Quand on connaît les bonnes personnes et qu'on fait les bons dons aux œuvres municipales, beaucoup de choses deviennent possibles. Ce rappel de son pouvoir financier fit tressaillir Élodie. Elle réalisait peu à peu dans quoi elle s'engageait. Dans 3 jours, elle allait devenir Madame Delambre, l'épouse de l'un des hommes les plus riches d'Europe. « Matisse, dit-elle doucement, et si nous nous trompons? Et si ce que nous vivons n'est qu'une illusion née de circonstances exceptionnelles ?» Il prit ses mains dans les siennes, son regard plongé dans le sien. « Alors nous aurons vécu la plus belle illusion de nos vies. Mais moi, je crois que c'est plus que ça. Je crois que le destin nous a donné une seconde chance. » Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'émotions. Matisse avait effectivement contacté son avocat, qui s'était mis immédiatement en mouvement pour accélérer les formalités administratives. Élodie, de son côté, avait dû affronter un docteur Moreau perplexe et une madame Rousseau outrée. « Vous vous rendez compte de ce que vous faites ?» avait tempêté l'infirmière-chef. « Ce mariage précipité, ces circonstances, que vont penser les gens? Que 2 personnes ont décidé de s'unir face à l'adversité ?» avait répondu Élodie avec plus de calme qu'elle n'en ressentait. Le docteur Moreau, lui, s'était montré plus compréhensif. « Mademoiselle Marchand, avait-il dit dans le secret de son bureau, je ne connais pas les détails de votre relation avec Monsieur Delambre, mais j'ai remarqué l'amélioration de son état moral depuis votre arrivée dans le service. Si cette union peut lui donner la force de se battre, alors vous avez ma bénédiction. » Le soir venu, Élodie se retrouva seule dans son appartement, contemplant sa garde-robe dérisoire. Que portait-on pour se marier avec un milliardaire? Elle n'avait qu'une seule robe élégante, celle qu'elle avait mise pour leur dîner sur le toit. Cela ferait-il l'affaire? Son téléphone sonna. C'était Matisse. « Comment allez-vous » demanda-t-il, et elle entendit dans sa voix qu'il s'inquiétait de sa réaction. « Terrifié » avoua-t-elle. « Et vous ?»« Terrifié aussi, mais heureux. Plus heureux que je ne l'ai été depuis 15 ans. Matisse, vos proches, votre famille, que vont-ils dire ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Ma famille se résume à quelques cousins éloignés avec qui je n'ai plus de contact depuis des années. Quant à mes proches, » il eut un rire amer. « Disons qu'ils vont avoir quelques surprises dans les prochains jours. Et votre entreprise, vos associés, Laurent va probablement faire une crise cardiaque. Le conseil d'administration va hurler au scandale. Les journaux vont se déchaîner. » Il marqua une pause. « Est-ce que cela vous fait peur ?» Élodie réfléchit honnêtement à cette question. La perspective de se retrouver sous les feux de la rampe, d'être scrutée par la presse, d'être jugée par un monde qu'elle ne connaissait pas, tout cela l'effrayait énormément. « Oui, dit-elle simplement, mais moins que l'idée de vous perdre. » Élodie, sa voix était chargée d'émotion. « Je vous aime. Je sais que c'est trop tôt pour le dire, que nous nous connaissons à peine, mais je devais vous le dire. » Ces mots la frappèrent comme la foudre. Personne ne lui avait jamais dit « je vous aime » avec cette intensité, cette sincérité absolue. « Moi aussi », murmura-t-elle, surprise par sa propre réponse. « Moi aussi, je vous aime. » Ils restèrent un long moment en silence, chacun savourant ses aveux qui scellaient leur engagement. « Demain, dit finalement Matisse, j'aimerais vous présenter à quelqu'un d'important. »« Qui ?»« Mon notaire, maître Dubois. Il vient de Paris pour régler certains détails. »« Quels détails ?»« Mon testament. Je veux modifier certaines dispositions avant notre mariage. » La réalité retomba sur Élodie comme une chape de plomb. Le testament, l'opération, la possibilité qu'il meure. Elle avait été si emportée par l'émotion qu'elle avait oublié l'épée de Damoclès qui pendait au-dessus de leur tête. « Matisse, ne dites rien. Je sais à quoi vous pensez. Mais justement, c'est pour ça que je veux tout régler maintenant. Pour que vous soyez protégés, quoi qu'il arrive. » Le lendemain matin, Élodie se présenta à l'hôpital avec une sensation d'irréalité. Dans 48 heures, elle serait mariée. Cette pensée la suivit toute la matinée, tandis qu'elle accomplissait ses tâches habituelles avec un esprit ailleurs. Vers midi, maître Dubois arriva.
C'était un homme âgé, distingué, aux cheveux blancs, impeccablement coiffés et aux manières raffinées. Il salua Élodie avec une courtoisie désuète qui la charma immédiatement. « Mademoiselle Marchand, dit-il en lui baisant la main, Matisse m'a beaucoup parlé de vous. Permettez-moi de vous féliciter pour vos prochaines noces. » La réunion qui suivit fut surréaliste. Maître Dubois expliqua à Élodie les dispositions que Matisse souhaitait prendre. En cas de décès, elle hériterait de 50 millions d'euros et de plusieurs propriétés. Mais surtout, elle aurait carte blanche pour réaliser ses projets philanthropiques avec un budget de 100 millions d'euros. « C'est énorme, » balbutia Élodie. « Je ne peux pas accepter une somme pareille. »« Ma chère enfant, » dit Maître Dubois avec bienveillance, « Matisse possède une fortune de plus de 2 milliards d'euros. Ce qu'il vous lègue représente moins de 10% de ses avoirs. Et permettez-moi d'ajouter que c'est la première fois en 30 ans de carrière que je le vois aussi heureux. » Matisse, qui était resté silencieux pendant cette explication, prit la parole. « Élodie, je ne vous demande pas d'accepter cet argent pour vous. Je vous demande de l'accepter pour toutes les personnes âgées que vous pourrez aider, pour tous les projets que vous pourrez réaliser. Cet argent n'a de sens que s'il sert à quelque chose de beau. » Elle le regarda, émue par sa générosité et son altruisme. Cet homme était en train de lui donner les moyens de changer le monde, du moins sa petite partie du monde. « D'accord, dit-elle finalement, mais à une condition. Si vous survivez à l'opération, nous gérerons ensemble cet argent. Les projets, nous les construirons ensemble. » Le sourire qui illumina le visage de Matisse fut sa plus belle récompense. En sortant de cette réunion, Élodie réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans 48 heures, sa vie basculerait définitivement dans un univers qu'elle ne connaissait pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à prendre ce risque. Le jour J arriva plus vite qu'Élodie ne l'avait imaginé. Le 15 novembre 2024, à 14 heures, elle se tenait devant le miroir de sa salle de bain, contemplant son reflet avec un mélange d'incrédulité et d'appréhension. Sa robe bleu marine, la seule convenable qu'elle possédait, lui semblait soudain bien modeste pour l'occasion. Un coup de sonnette la fit sursauter. En ouvrant la porte, elle découvrit une jeune femme élégante tenant plusieurs housses à vêtements. « Mademoiselle Marchand ? Je suis Sophie Renard, styliste personnelle. Monsieur Delambre m'a demandé de venir vous aider pour aujourd'hui. » Élodie écarquilla les yeux. Matisse avait pensé à tout, même à cela. « Je ne sais pas si... » commença-t-elle, mais Sophie l'interrompit avec un sourire chaleureux. « Monsieur Delambre m'a expliqué les circonstances particulières de votre mariage. Il souhaitait que vous vous sentiez belle et confiante aujourd'hui. Puis-je entrer ?» Dans l'heure qui suivit, l'appartement d'Élodie fut transformé en salon de beauté improvisé. Sophie avait apporté 3 robes sublimes, toutes dans des tons pastels, qui mettaient en valeur le teint d'Élodie. Celles qu'elles choisirent finalement étaient d'un rose poudré délicat, en soie sauvage, d'une élégance simple et intemporelle. « Monsieur Delambre a un goût exquis, » commenta Sophie en ajustant la robe. « Il m'a décrit votre personnalité avec une précision remarquable. Il voulait quelque chose qui vous ressemble vraiment, pas un déguisement. » Pendant que Sophie s'occupait de sa coiffure, un chignon sophistiqué mais naturel qui laissait quelques mèches encadrer son visage, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser à Matisse. Comment allait-il? Était-il nerveux lui aussi? Avait-il des regrets? « Vous êtes inquiète, » observa Sophie en appliquant un maquillage discret. « C'est normal, mais si je puis me permettre, j'ai travaillé avec Monsieur Delambre à plusieurs reprises pour des événements officiels. Je ne l'ai jamais vu aussi lumineux que ces derniers jours. Vous lui avez fait un très beau cadeau. » « Quel cadeau? L'espoir. Cela se voit dans ses yeux. » À 13h30, une voiture avec chauffeur vint la chercher. Pas une limousine ostentatoire, mais une berline discrète et élégante. Pendant le trajet vers la mairie de Bourges, Élodie regardait défiler les rues familières de sa ville, se demandant si elle les reverrait jamais de la même façon. La mairie de Bourges, magnifique bâtiment Renaissance au cœur de la vieille ville, l'accueillit dans le plus grand secret. Maître Bertrand, l'avocat de Matisse, avait tout organisé pour que la cérémonie se déroule dans la plus stricte intimité. Seuls seraient présents les témoins obligatoires,
le docteur Moreau pour Élodie et maître Dubois pour Matisse. Quand elle entra dans la salle des mariages, son cœur fit un bond. Matisse était là, debout près des grandes fenêtres qui donnaient sur les jardins de l'archevêché. Il portait un costume anthracite parfaitement coupé qui accentuait sa silhouette élancée. Malgré sa pâleur et sa minceur due à sa maladie, il était d'une élégance saisissante. Quand il se tourna vers elle, l'expression de son visage lui coupa le souffle. Il y avait tant d'amour, tant de gratitude dans son regard qu'elle en fut bouleversée. « Vous êtes... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Le maire de Bourges, M. Deschamps, un homme dans la cinquantaine aux manières affables, les accueillit avec la solennité requise, mais aussi une chaleur sincère. Il avait été briefé sur la situation particulière de ce mariage et semblait comprendre l'émotion qui régnait dans la pièce. « Mademoiselle Marchand, Monsieur Delambre, commença-t-il, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer votre union. J'ai rarement eu l'honneur de marier deux personnes dont l'amour était aussi évident. » La cérémonie fut simple et émouvante. Quand vint le moment d'échanger les alliances, deux anneaux de platine d'une sobriété parfaite que Matisse avait fait faire par un joaillier parisien, Élodie sentit ses mains trembler. « Élodie Marchand, » dit Matisse d'une voix claire malgré l'émotion, « acceptez-vous de prendre pour époux Matisse Delambre, ici présent ?»« Oui, » répondit-elle, sa voix portant dans le silence de la salle. « Matisse Delambre, acceptez-vous de prendre pour épouse Élodie Marchand, ici présente ?»« Oui. » Sa réponse fut ferme, sans hésitation. « Par les pouvoirs qui me sont conférés par la République française, je vous déclare unis par les liens du mariage. » Le baiser qui suivit fut doux, tendre, chargé de toutes les promesses qu'ils se faisaient silencieusement. Quand ils se séparèrent, Élodie vit des larmes dans les yeux de Matisse. « Madame Delambre » murmura-t-il contre ses lèvres, et ce nouveau nom résonna étrangement à ses oreilles. Les félicitations furent chaleureuses mais brèves. Le docteur Moreau serra longuement la main d'Élodie. « Je vous souhaite tout le bonheur du monde, ma chère Élodie, et courage pour ce qui vous attend. » Maître Dubois, lui, fut plus formel, mais non moins sincère. « Madame Delambre, soyez la bienvenue dans la famille, si je puis dire. Matisse a trouvé en vous ce qu'il cherchait depuis longtemps sans le savoir. » Ils sortirent de la mairie dans l'après-midi finissant. Les feuilles d'automne tourbillonnaient dans la cour d'honneur, et l'air était vif et pur. Matisse prit le bras d'Élodie, et ils marchèrent lentement vers la voiture qui les attendait. « Comment vous sentez-vous, Madame Delambre » demanda-t-il avec un sourire taquin. « Comme si j'étais dans un rêve, avoua-t-elle. « Et vous, monsieur mon mari ?» Comme si j'étais enfin réveillé. De retour à l'hôpital, ils dînèrent en tête-à-tête dans la chambre de Matisse, transformée pour l'occasion par des bougies et des fleurs. Le repas, commandé au vieux Berry, était simple mais délicieux. Ils mangèrent lentement, savourant chaque instant de cette soirée de noces si particulière. « Élodie, » dit Matisse vers la fin du repas, « il y a quelque chose que je dois vous dire. Demain, Laurent arrive de Paris avec plusieurs membres du conseil d'administration. Ils ont découvert notre mariage. » Le cœur d'Élodie se serra. Que veulent-ils? Me convaincre de revenir à Paris, d'annuler l'opération de Genève, de... Il hésita. De faire annuler notre mariage. Ils peuvent faire ça? Légalement, non. Mais ils vont essayer de vous intimider, de vous faire croire que vous n'avez pas votre place dans ma vie. Matisse prit ses mains dans les siennes. Promettez-moi de ne pas les écouter. Promettez-moi de ne pas douter de nous. Je vous le promets, dit-elle, même si l'appréhension grandissait en elle. Cette nuit-là, pour la première fois, Élodie resta dormir à l'hôpital. Pas dans la chambre de Matisse, les convenances et son état de santé l'interdisaient, mais dans une chambre d'hôte que la direction avait mise à leur disposition. Elle s'endormit en regardant son alliance, encore incrédule de ce qui venait de se passer. Elle était mariée, elle était Madame Delambre. Demain, elle allait devoir affronter un monde qui n'était pas le sien. Mais ce soir, blottie dans ce lit d'hôpital, elle se contentait de savourer le bonheur de savoir que Matisse dormait à quelques mètres d'elle et qu'ils étaient désormais unis pour le meilleur et pour le pire. Dans sa chambre, Matisse contemplait le plafond.
incapable de trouver le sommeil, pas à cause de la douleur ou de l'angoisse, mais à cause du bonheur qui l'envahissait. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, il se sentait complet. Demain, il devrait affronter Laurent et les autres. Mais ce soir, il était l'homme le plus heureux du monde. Il avait épousé l'amour de sa vie. Le lendemain matin, Élodie fut réveillée par des voix dans le couloir. Des voix d'hommes, autoritaires, qui se rapprochaient dangereusement. Elle consulta sa montre. 8 heures du matin. Les visiteurs matinaux n'étaient pas habituels dans le service cardiologie. Elle enfila rapidement sa blouse d'infirmière par-dessus sa chemise de nuit et sortit de sa chambre. Ce qu'elle vit la figea sur place. 3 hommes en costume sombre avançaient dans le couloir, menés par un quadragénaire aux cheveux poivre et sel, au regard dur et déterminé. Derrière eux, Madame Rousseau tentait visiblement de les retenir. « Messieurs, je vous répète que les heures de visite, nous ne sommes pas des visiteurs ordinaires, » coupa l'homme de tête. « Je suis Laurent Moreau, directeur général de Delambre Innovation. Nous devons voir Monsieur Delambre immédiatement. » Laurent Moreau, le bras droit de Matisse, dont elle avait entendu la voix au téléphone. L'homme qui pensait que son patron était devenu fou. Son estomac se noua. Où est-il? Laurent avait remarqué sa présence et la fixait avec une intensité déplaisante. « Vous devez être Élodie Marchand, ou devrais-je dire Madame Delambre. » Il prononça ce dernier nom avec un dédain à peine masqué qui fit rougir Élodie de colère et d'humiliation. « Je suis effectivement Madame Delambre, » répondit-elle en se redressant. « Et mon mari se repose. Les visites ne commencent qu'à 10 heures. Votre mari... » Laurent eut un ricanement. « Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à m'habituer à cette situation. » L'un des hommes qui l'accompagnait, plus âgé, aux cheveux blancs et au maintien aristocratique, intervint d'une voix glaciale. « Mademoiselle, pardon, madame, nous devons absolument parler à Matisse. Il s'agit d'affaires urgentes qui ne peuvent attendre. »« Et vous êtes ?» demanda Élodie, refusant de se laisser intimider. « Philippe de Brennan, président du conseil d'administration de Delambre Innovation, et accessoirement l'un des plus vieux amis de la famille Delambre. » Ce nom disait quelque chose à Élodie. Brennan, Brennan Industries, la fusion dont Matisse avait parlé au téléphone. « Dans ce cas, vous comprendrez que je veuille protéger la santé de mon mari. Il vient de subir une série d'examens épuisants en prévision de son opération. »« Justement, » intervint Laurent, « c'est de cette opération insensée que nous devons lui parler, et de ce mariage précipité. » Le ton était clairement accusateur. Élodie sentit la colère monter en elle. « Non, précipité, nous nous aimons, monsieur Moreau. N'est-ce pas suffisant? Vous aimez ?» Laurent la regarda comme si elle venait de dire quelque chose d'incroyablement naïf. « Madame, pardonnez ma franchise, mais Matisse Delambre est l'un des hommes les plus riches d'Europe. Il vaut plus de 2 milliards d'euros. Vous êtes une infirmière dans un hôpital de province. Vous ne trouvez pas cette différence frappante? » Les mots atteignirent Élodie comme des gifles. Toutes ces insécurités, tous ces doutes remontèrent à la surface. « Que voulez-vous insinuer? Je n'insinue rien, je constate. » Laurent fit un pas vers elle. « Combien vous a-t-il promis? Combien avez-vous négocié pour ce mariage de complaisance? » « Laurent !» La voix de Matisse claqua dans le couloir. Il venait de sortir de sa chambre, vêtu d'un peignoir de soie, le visage blême de colère. « Comment osez-vous parler à ma femme sur ce ton? »« Matisse !» Laurent se tourna vers lui, son expression se radoucissant légèrement. « Enfin, nous devons parler, en privé. Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant Élodie. Elle est ma femme. Laurent, ma femme. » Philippe de Brennan s'avança à son tour. « Matisse, mon cher garçon, nous nous inquiétons pour vous. Cette décision, ce mariage, cette opération... Vous n'êtes pas dans votre état normal. Le chagrin, la maladie, ils vous font prendre des décisions irrationnelles. » « Irrationnelles ?» Matisse eut un rire amer. « Vous trouvez irrationnel d'épouser la femme que j'aime? De tenter une opération qui pourrait me sauver la vie? Nous trouvons irrationnel de mettre en péril un empire industriel pour... » Philippe jeta un regard méprisant vers Élodie. Pour une passade. Le silence qui suivit fut glacial. Élodie vit les mâchoires de Matisse se crisper dangereusement. « Une passade », répéta-t-il lentement. « Philippe, vous me connaissez depuis que j'ai 20 ans. M'avez-vous déjà vu agir par caprice?
Non, mais m'avez-vous déjà vu heureux, vraiment heureux? Philippe de Brennan sembla chercher une réponse, et ne la trouva pas. Élodie m'a rendu ce que j'avais perdu, l'envie de vivre. Grâce à elle, j'ai décidé de me battre contre cette maladie, au lieu de me laisser mourir. Et vous appelez ça une passade? Laurent tenta une autre approche. Mathis, soyons pragmatiques. Cette opération, les médecins ne donnent que 30% de chance de réussite. Et si elle échoue, que devient l'entreprise? Que deviennent les 15 000 employés qui dépendent de nous? L'entreprise survivra très bien sans moi. Vous l'avez assez répété ces dernières années. Pas si votre épouse hérite de vos parts. Le cri avait jailli malgré Laurent. Il venait de révéler le véritable motif de leur présence. Ah! Mathis sourit froidement. Nous y voilà, ce n'est pas de ma santé que vous vous inquiétez, c'est de votre pouvoir. Mathis, Philippe tenta de temporiser. Nous nous inquiétons de l'avenir de l'entreprise que votre père et votre grand-père ont bâtie. Nous ne pouvons pas laisser une étrangère. Une étrangère? La voix de Mathis se fit dangereusement basse. Philippe, vous venez d'insulter ma femme. Je vous conseille de partir, maintenant. Mathis, réfléchissez. Laurent semblait désespéré. Cette femme vous manipule. Elle a profité de votre état de faiblesse pour... Il ne put finir sa phrase. Mathis s'était avancé vers lui, et malgré sa maladie, sa prestance était intimidante. « Sortez !» dit-il d'une voix blanche. « Sortez immédiatement, ou j'appelle la sécurité. »« Très bien !» dit Philippe de Brennan en rajustant sa veste. « Mais sachez que le conseil d'administration ne restera pas inactif. Nous protégerons cette entreprise, avec ou sans vous. Faites donc. » Mathis haussa les épaules. « Mais rappelez-vous que je détiens encore 52% des parts, et que tant que je suis vivant, c'est moi qui prends les décisions. » Les trois hommes se dirigèrent vers les ascenseurs, mais Laurent se retourna une dernière fois. « Mathis, je vous en supplie, ne gâchez pas tout pour une femme que vous connaissez depuis une semaine. » Une semaine. Mathis sourit, et pour la première fois depuis le début de cette confrontation, son expression se radoucit. « Non, Laurent, je la connais depuis 15 ans. » Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent sur eux, Mathis se tourna vers Élodie. Elle était livide, choquée par la violence de cette altercation. « Élodie, est-ce que c'est vrai ?» Sa voix tremblait. « Est-ce que je mets vraiment en péril votre entreprise, vos employés ?» Non. Il la prit dans ses bras. « Ils ont peur, c'est tout. Peur de perdre leur influence, leur pouvoir. L'entreprise leur survivra très bien. Mais s'il vous arrive quelque chose, il ne m'arrivera rien. » Il caressa ses cheveux. « Je vous l'ai promis. Je vais me battre. Et nous allons gagner. » Élodie s'accrochait à lui, mais les paroles de Laurent résonnaient encore dans sa tête. Une infirmière de province. 2 milliards d'euros. Cette différence n'était-elle pas vraiment trop énorme? « Mathis, murmura-t-elle contre son épaule. Et s'ils avaient raison? Et si nous venions vraiment de mondes trop différents? Il s'écarta d'elle, plongea ses yeux dans les siens. Élodie, regardez-moi, vraiment. Que voyez-vous? Je vois. Elle hésita. Je vois l'homme que j'aime. Exactement, pas un milliardaire, pas un PDG. L'homme que vous aimez, c'est la seule chose qui compte. Il l'embrassa tendrement. Maintenant, allons préparer notre départ pour Genève. J'ai appelé le docteur Gerbert hier soir. Il peut nous recevoir après-demain. Déjà, plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Et plus vite nous pourrons commencer notre vraie vie. En le regardant, Élodie puisa dans ses yeux la force de chasser ses doutes. Peu importait Laurent, Philippe de Brennan et tous les autres. Elle aimait Mathis et il l'aimait. C'était tout ce qui comptait. Mais au fond d'elle-même, elle savait que cette confrontation n'était que le début. Le monde de Mathis ne la laisserait pas entrer sans se battre. Le voyage vers Genève se déroula dans des conditions que jamais Élodie n'aurait pu imaginer. Un jet privé les attendait sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux, à 1 heure de route de Bourges. C'était la première fois qu'elle montait dans un avion, et découvrir l'aviation privée pour ses premiers pas dans les airs était pour le moins déroutant. « Vous n'avez jamais voyagé ?» demanda Mathis en la voyant observer avec fascination l'intérieur luxueux de l'appareil. « Ma grand-mère et moi, nous partions parfois en vacances à La Rochelle ou dans les Cévennes, mais toujours en voiture. » Elle caressa le cuir immaculé des sièges. « Ceci ressemble davantage à un salon qu'à un avion. »
Mathis sourit, amusé par son émerveillement. « Attendez de voir la clinique du docteur Gerber. C'est encore autre chose. » Pendant le vol, qui ne dura qu'1 heure et demie, Mathis lui expliqua le protocole de l'opération. Le docteur Alexis Gerber était l'un des chirurgiens cardiaques les plus réputés au monde. Sa clinique privée, située sur les hauteurs de Genève avec vue sur le lac Léman, accueillait une clientèle internationale fortunée, mais aussi des cas médicaux exceptionnels du monde entier. L'intervention qu'il propose s'appelle une cardiomyoplastie assistée par cellules souches, expliqua Mathis, sa main dans celle d'Élodie. En gros, il va remplacer les parties défaillantes de mon cœur par du tissu régénéré. C'est expérimental, mais les premiers résultats sont encourageants. Et les risques? Mathis hésita. 30% de chances de succès complet, 40% de chances d'amélioration partielle, 30% de décès, termina Élodie d'une voix blanche. Oui, mais sans cette opération, j'ai 100% de chances de mourir dans les 6 mois. Le choix est vite fait. L'atterrissage à Genève se fit en douceur. Une limousine les attendait, conduite par un chauffeur en livrée qui accueillit Mathis comme un habitué. « Bonjour, monsieur Delambre. Content de vous revoir. Madame, ajouta-t-il en s'inclinant respectueusement devant Élodie. Le trajet jusqu'à la clinique fut un enchantement pour Élodie. Genève déployait ses splendeurs automnales. Le lac Léman d'un bleu profond, les Alpes enneigées en arrière-plan, les parcs aux arbres dorés. Cette beauté contrastait cruellement avec l'angoisse qui l'étreignait. La clinique Gerber était effectivement impressionnante. Située dans un parc privé de plusieurs hectares, elle ressemblait davantage à un palace qu'à un établissement médical. Les bâtiments, d'architecture contemporaine mais chaleureuse, s'intégraient parfaitement dans le paysage. Monsieur et Madame Delambre. Le docteur Gerber vint personnellement les accueillir dans le hall d'entrée. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux vifs, qui inspirait immédiatement confiance. « Félicitations pour votre mariage. Mathis m'a tout raconté au téléphone. » Il serra chaleureusement la main d'Élodie. « Madame Delambre, je suis ravi de vous rencontrer. Mathis n'a pas exagéré. Vous êtes exactement comme il vous a décrite. »« Comment m'a-t-il décrite ?» demanda Élodie, curieuse. Comme la femme qui lui a redonné l'envie de vivre. Et croyez-moi, dans mon métier, je sais reconnaître quand un patient a retrouvé la motivation de se battre. Ils furent installés dans une suite luxueuse qui offrait une vue panoramique sur le lac. 2 chambres communicantes, un salon, une terrasse. L'endroit était magnifique, mais Élodie ne parvenait pas à apprécier ce luxe tant son esprit était focalisé sur l'opération à venir. Les examens préopératoires commencent demain matin, expliqua le docteur Gerber. Scanner, IRM, bilan sanguin complet, tests cardiaques approfondis. Si tout se passe bien, nous pourrons opérer après-demain. Si vite? S'étonna Élodie. L'état de Mathis ne nous permet pas d'attendre. Plus nous retardons, plus les risques augmentent. Cette nuit-là, dans leur suite genevoise, Élodie et Mathis parlèrent longuement. Pour la première fois depuis leur mariage, ils partageaient le même lit, un immense lit king size, d'où ils pouvaient voir les lumières de Genève scintiller dans la nuit. « Avez-vous peur ?» demanda Élodie, blottie contre lui. « Oui, avoua-t-il, mais pas de mourir. J'ai peur de vous laisser seul, de ne pas pouvoir tenir mes promesses. » « Quelle promesse? Celle de vous rendre heureuse. Celle de construire avec vous tous ces projets dont nous avons parlé. Celle de vous aimer chaque jour de ma vie. » Élodie sentit les larmes monter. « Mathis, si les choses tournent mal. » « Non, » il la fit taire d'un baiser. « Ne pensons pas à ça, pensons à après, à notre maison à Bourges, au centre que nous allons créer pour les personnes âgées, à tous les voyages que nous ferons ensemble. Vous voulez vraiment venir vivre à Bourges? Je veux vivre là où vous êtes. Que ce soit Bourges, Paris ou au bout du monde. » Ils s'endormirent enlacés, et pour la première fois depuis des semaines, Élodie rêva d'avenir plutôt que de cauchemar. Le lendemain, les examens se succédèrent. Élodie accompagna Mathis partout où c'était possible, le soutenant pendant les longues heures d'attente entre chaque test. Elle le voyait s'affaiblir au fil de la journée, et cette image lui serrait le cœur. En fin d'après-midi, le docteur Gerber les convoqua dans son bureau pour faire le point. « Les résultats sont complexes, » commença-t-il. « L'état du cœur de Mathis s'est encore dégradé depuis nos derniers échanges.
La maladie évolue plus vite que prévu. Élodie sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous devons opérer demain matin sans plus attendre et que... Il hésita. Les chances de succès passent de 30 à 25%. Un silence pesant s'installa dans le bureau. 25%, une chance sur 4. Élodie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Et si nous ne faisons rien ?» demanda Mathis d'une voix calme. « Quelques semaines, 1 mois au maximum. » Mathis hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Dans ce cas, nous opérons demain. »« Mathis !» Élodie le regarda, terrifiée. « 25%, c'est toujours mieux que 0%. » Il lui prit la main. « Élodie, j'ai besoin que vous restiez forte. Pour moi. » Ce soir-là, ils dînèrent sur leur terrasse, face au lac qui reflétait les lumières de la ville. Le repas, préparé par le chef de la clinique, était exquis, mais ils touchèrent à peine au plat. « Si demain... » commença Élodie. « Si demain je meurs, » dit Mathis en posant son verre de vin, « je veux que vous sachiez que ces 2 semaines passées avec vous ont été les plus belles de ma vie, que vous m'avez rendu heureux comme je ne pensais plus pouvoir l'être. Arrêtez de parler comme ça. Il faut que nous en parlions, Élodie. Il faut que vous me promettiez quelque chose. » « Quoi? Si je ne m'en sors pas, promettez-moi de ne pas vous enfermer dans le chagrin. Promettez-moi de réaliser vos rêves, de créer ce centre dont vous m'avez parlé, de voyager, de tomber amoureuse à nouveau, quand vous serez prête. »« Jamais !» s'écria-t-elle. « Il n'y aura jamais personne d'autre que vous. » Élodie. « Non, vous allez vous en sortir. Vous me l'avez promis. Vous allez vous en sortir, et nous allons vieillir ensemble à Bourges, dans notre petite maison avec un jardin. Nous allons avoir des enfants, des petits-enfants. » Elle pleurait maintenant, toute la tension accumulée sortant enfin. Mathis la prit dans ses bras, la berça doucement. « Vous avez raison, » murmura-t-il. « Je vais m'en sortir. Pour vous, pour nous. » Ils passèrent cette dernière nuit collés l'un contre l'autre, à regarder les étoiles à travers la baie vitrée. Ni l'un ni l'autre ne trouvaient le sommeil. Chaque minute qui passait les rapprochait de l'opération qui changerait leur vie. À 5 heures du matin, une infirmière vint chercher Mathis. L'intervention était programmée à 6 heures. « Je vous aime », lui dit Élodie en l'embrassant une dernière fois. « Je vous aime aussi. À tout à l'heure. » Il disparut derrière les portes du bloc opératoire, et Élodie s'effondra sur une chaise de la salle d'attente. L'attente venait de commencer. Une attente qui allait durer 8 heures et qui déterminerait le reste de sa vie. 6 heures du matin. Les portes du bloc opératoire venaient de se refermer sur Mathis et Élodie se retrouvait seule dans la salle d'attente de la clinique Gerber. L'endroit était d'un luxe feutré, fauteuil en cuir beige, œuvres d'art contemporain au mur, vue panoramique sur le lac Léman. Mais rien ne parvenait à apaiser l'angoisse qui l'étreignait. 8 heures d'opération. 8 heures pendant lesquelles la vie de l'homme qu'elle aimait se jouerait sur une table d'opération. Elle avait tenté de lire les magazines mis à disposition, mais les mots dansaient devant ses yeux. Elle avait essayé de regarder le paysage, mais la beauté du lac et des montagnes lui semblait dérisoire face à ce qu'elle vivait. Alors elle faisait les 100 pas, regardait l'horloge murale, comptait les minutes qui s'égrenaient avec une lenteur insupportable. À 8 heures, une infirmière lui apporta un plateau petit-déjeuner qu'elle n'arriva pas à toucher. À 10 heures, elle commença vraiment à paniquer. Et si quelque chose avait mal tourné? Et s'il n'osait pas venir lui annoncer la nouvelle? C'est alors que son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô? Madame Delambre ?» Une voix féminine, professionnelle. « Je suis Carole Montpellier, journaliste au Figaro. Nous aimerions avoir votre témoignage sur votre mariage avec Mathis Delambre. » Élodie raccrocha immédiatement, le cœur battant. Comment avait-il eu son numéro? Comment savait-il où elle se trouvait? Le téléphone sonna à nouveau. Puis encore. D'autres journalistes, d'autres médias. France Inter, Le Monde, Paris Match. En l'espace d'1 heure, elle reçut une dizaine d'appels. L'information avait fuité. Bouleversée, elle éteignit son téléphone. Elle ne voulait penser qu'à Mathis, qu'à cette opération qui se déroulait quelque part dans les étages de la clinique. À midi, le docteur Gerber apparut enfin. Il avait retiré sa blouse de bloc, mais son expression était illisible. Élodie se leva d'un bond, le cœur au bord des lèvres.
Docteur, l'opération se déroule bien, dit-il immédiatement, voyant sa panique. Nous avons passé les étapes les plus critiques, mais il nous reste encore plusieurs heures de travail. Le cœur de Matisse était dans un état plus dégradé que nous ne le pensions. Mais il va s'en sortir. Il se bat comme un lion. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Ce n'était pas exactement la réponse qu'elle espérait, mais au moins Matisse était encore vivant. Elle se rassit, épuisée par cette première montée d'adrénaline. « Docteur, dit-elle avant qu'il ne reparte, les journalistes, ils m'appellent sans arrêt. Comment ont-ils su ?» Le docteur Gerber fronça les sourcils. « C'est inquiétant. Nous garantissons la discrétion absolue à nos patients. Je vais faire vérifier nos protocoles de sécurité. » Vers 14 heures, alors qu'Élodie sommeillait d'épuisement dans son fauteuil, une agitation inhabituelle dans les couloirs la réveilla. Des voix, des pas pressés. Elle sortit de la salle d'attente et vit plusieurs personnes en costume sombre qui discutaient avec animation près de l'accueil. Son sang se glaça quand elle reconnut Laurent Moreau. Il l'aperçut au même moment et se dirigea vers elle, accompagné d'un homme qu'elle ne connaissait pas, âge mûr, costume impeccable, attaché-case à la main. « Madame Delambre », dit Laurent avec ce même dédain dans la voix. « Quelle surprise de vous trouver ici. Que faites-vous ici ?» demanda Élodie sur la défensive. « Nous nous inquiétons pour notre patron et pour l'entreprise. » L'homme au costume prit la parole. « Maître Rousseau, avocat d'affaires. Nous représentons les intérêts de Delambre Innovation. Matisse est en opération. Il ne peut recevoir personne. »« Justement, » dit Laurent, « nous devons nous assurer que ces dernières volontés sont conformes aux intérêts de l'entreprise. » Élodie comprit soudain. « Vous voulez faire changer son testament. Nous voulons protéger 15 000 emplois, » répliqua Maître Rousseau. « Monsieur Delambre était-il lucide quand il a modifié ses dispositions testamentaires? » La question était une gifle. Ils insinuaient que Matisse n'avait pas toute sa tête quand il l'avait épousée. « Parfaitement lucide, » répondit-elle froidement. « Et si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vous demande de partir. Mon mari se bat pour sa vie et je n'ai pas de temps à perdre avec vos manœuvres. Votre mari... » Laurent eut son ricanement habituel. « Vous rendez-vous compte que si cette opération échoue, vous hériterez de 50 millions d'euros et d'un pouvoir considérable dans l'une des plus grandes entreprises européennes. N'est-ce pas pratique ?» Cette fois, c'en était trop. Élodie explosa. « Comment osez-vous? Vous pensez vraiment que j'ai souhaité que Matisse soit malade, que j'ai orchestré tout ça ?» Les larmes de rage coulaient sur ses joues. « Je donnerai tout ce que vous voulez pour qu'il soit en bonne santé. Tout !» Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Laurent sembla un instant déstabilisé par la sincérité de sa douleur, mais il se reprit rapidement. « Les larmes sont faciles à simuler, » dit-il froidement. « Messieurs, le docteur Gerber venait d'apparaître, et son expression était orageuse. Qui vous a autorisé à pénétrer dans ma clinique, à importuner Madame Delambre? Docteur Gerber, dit Maître Rousseau, en tendant une carte, nous représentons les intérêts légitimes de... Je me moque de qui vous représentez, coupa le médecin. Cette dame vit un moment extrêmement difficile. Son mari est sur ma table d'opération depuis 8 heures. Vous allez sortir immédiatement ou j'appelle la police. Docteur, Laurent tenta de plaider sa cause. Nous avons des raisons légitimes de... Dehors! Le ton du docteur Gerber était sans appel. Les deux hommes n'eurent d'autre choix que de partir. Mais Laurent se retourna une dernière fois vers Élodie. « Cette histoire n'est pas finie, » dit-il, avant de disparaître. Élodie s'effondra sur le fauteuil le plus proche, secouée de sanglots. Toute la tension accumulée sortait enfin. « Ma pauvre enfant !» dit le docteur Gerber en s'asseyant près d'elle. « Ne les écoutez pas. Je vois beaucoup de couples dans cette clinique, et l'amour ne se feint pas, surtout pas dans des moments comme celui-ci. Comment va-t-il » demanda-t-elle entre deux sanglots. « Il tient bon. Nous en sommes à l'étape la plus délicate, la reconstruction des tissus cardiaques, mais son rythme cardiaque reste stable. Encore combien de temps? 2 heures, peut-être 3. 2 ou 3 heures. » Élodie ferma les yeux, puisant dans ses dernières réserves de force. À 17 heures, l'équipe du docteur Gerber était toujours au bloc.
À 18 heures, Élodie avait épuisé toutes les positions possibles dans les fauteuils de la salle d'attente. À 19 heures, elle avait mémorisé chaque détail du paysage par la fenêtre. Et puis, à 19h37 exactement, les portes s'ouvrirent. Le docteur Gerber apparut, encore en blouse de bloc, masque pendant autour du cou. Son visage était épuisé, mais il souriait. Élodie se leva si brusquement qu'elle faillit tomber. « Docteur, c'est fini. » Son sourire s'élargit. L'opération est un succès. Élodie sentit ses jambes se dérober sous elle. Le docteur Gerber la rattrapa juste à temps. « Un succès? Vous êtes sûr? Le nouveau tissu cardiaque a parfaitement pris. Son cœur bat normalement. Il est en salle de réveil et ses signes vitaux sont excellents. Je peux le voir? Dans 1 heure, quand il sera complètement réveillé. Mais oui, vous pouvez le voir. Et surtout, le docteur Gerber la regarda avec émotion. Vous pouvez lui dire qu'il a toute la vie devant lui. » Élodie éclata en sanglots, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Mathis était vivant. Mathis était sauvé. Il avait tenu sa promesse. Ils avaient gagné. Quand Élodie pénétra dans la chambre de soins intensifs où reposait Mathis, elle eut l'impression de revivre leur première rencontre. Il était allongé, pâle, entouré de machines qui bipaient régulièrement. Mais cette fois, ces bips étaient rassurants. Ils témoignaient d'un cœur qui battait normalement, d'une vie qui continuait. « Mathis » murmura-t-elle en s'approchant du lit. Il ouvrit lentement les yeux, encore embrumés par l'anesthésie. Quand son regard se posa sur elle, un sourire faible mais radieux éclaira son visage. « Élodie » Sa voix était rauque mais emplie d'une joie immense. « Je vous ai dit que je reviendrai. » Elle éclata en sanglots, toute la tension des dernières heures se libérant d'un coup. Elle prit sa main dans les siennes, la porta à ses lèvres. « Vous avez tenu votre promesse, » sanglota-t-elle. « Vous vous êtes battu. Pour vous, pour nous. » Il serra faiblement ses doigts. « Comment je me sens ?»« Différent. » Son sourire s'élargit malgré la fatigue. « Comme si j'avais enfin le droit de faire des projets d'avenir. » Le docteur Gerber entra à ce moment-là, vérifiant les moniteurs avec satisfaction. « Parfait. Le rythme cardiaque est stable, la tension excellente. Mathis, vous venez de gagner 40 ans de vie supplémentaire. »« 40 ans ?» répéta Élodie, incrédule. « Au minimum. Le nouveau tissu cardiaque fonctionne parfaitement. Dans 6 mois, quand la convalescence sera terminée, Mathis aura un cœur presque neuf. » Cette nuit-là, Élodie resta au chevet de Mathis. Elle le regardait dormir, encore incrédule que le cauchemar soit fini. Parfois, il ouvrait les yeux et lui souriait, puis se rendormait, apaisé par sa présence. Vers 3 heures du matin, il se réveilla plus lucide. « Élodie, il faut que je vous dise quelque chose. »« Quoi donc ?»« Laurent et les autres, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Maintenant que je vais vivre, ils vont redoubler d'efforts pour nous séparer. Peu m'importe. » Elle caressa ses cheveux. « Nous avons vaincu la mort. Nous vaincrons bien quelques hommes d'affaires véreux. » Mathis rit doucement. « J'adore votre optimisme. Mais ils ont des moyens considérables. Et maintenant que les médias sont au courant de notre histoire. » Effectivement, quand Élodie alluma son téléphone le lendemain matin, elle découvrit plus de 50 messages et appels manqués. Des journalistes, mais aussi des inconnus qui avaient obtenu son numéro on ne sait comment. Plus troublante encore, en consultant Internet sur sa tablette, elle découvrit que leur histoire faisait la une de plusieurs sites d'information. Le PDG milliardaire épouse son infirmière sur son lit de mort, titrait Paris Match. Mariage d'amour ou coup de maître financier, s'interrogeait le Figaro. La Cendrillon du Berry, ironisait un blog People. Les photos l'accompagnant étaient particulièrement blessantes. On la voyait sortant de la mairie de Bourges, l'air perdu et intimidé. Les commentaires des internautes étaient cruels. « Elle a vu le magot. Bien joué, la fille. Pauvre Delambre, il s'est fait avoir. » « N'y pensez pas, » dit Mathis quand elle lui montra les articles. « Les gens jugent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais comment ont-ils eu ces photos? Qui les a informés? Laurent, probablement, ou quelqu'un de son entourage. Il espère créer un scandale suffisant pour me forcer à revenir dans le rang. »
Le docteur Gerber vint les voir en fin de matinée, porteur de bonnes nouvelles. Les résultats des analyses sont parfaits. Mathis, vous pourrez sortir d'ici 3 jours. Ensuite, il faudra une convalescence de 6 semaines, mais vous pouvez la faire où vous voulez. À Bourges, dit immédiatement Mathis. Nous rentrons à Bourges. Ce fut à ce moment qu'une infirmière entra, l'air embarrassé. Monsieur Delambre, il y a une délégation qui demande à vous voir. Ils disent que c'est urgent. Élodie et Mathis échangèrent un regard inquiet. Laurent était de retour. « Faites-les entrer », soupira Mathis. « Autant en finir. » Mais ce ne fut pas Laurent qui entra. C'était un homme élégant d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard bienveillant, accompagné d'une femme d'âge mûr en tailleur Chanel. « Mathis !» L'homme s'avança avec un sourire chaleureux. « Mon cher garçon, nous sommes venus dès que nous avons appris la nouvelle. » Mathis écarquilla les yeux. « Oncle Henri, tante Marguerite, mais que faites-vous ici ?»« Comment, que faisons-nous ici ?» La femme, tante Marguerite, avait une voix légèrement indignée. « Notre neveu épouse une charmante jeune femme et frôle la mort sans nous prévenir. Et tu nous demandes ce que nous faisons ici ?» Élodie les regardait avec stupéfaction. Mathis lui avait dit qu'il n'avait plus de famille proche. « Je vous présente Élodie, » dit Mathis encore sous le choc. « Ma femme. » Élodie. « Voici Henri et Marguerite de Montclair, les frères et sœurs de ma mère. Enchanté, ma chère enfant. » Marguerite serra chaleureusement Élodie dans ses bras. « Nous avons tant entendu parler de vous. »« Vraiment ?» s'étonna Élodie. « Maître Dubois nous a tout raconté, » expliqua Henri. « Le notaire de Mathis est un vieil ami. Quand il nous a dit que notre neveu avait enfin trouvé l'amour et décidé de se battre pour la vie, nous avons immédiatement pris l'avion. « Vous approuvez notre mariage ?» demanda Élodie, incrédule. « Ma chère petite, » dit Marguerite en prenant ses mains, « Mathis était devenu un fantôme ces dernières années, brillant en affaires, mais vide à l'intérieur. Nous ne l'avions jamais vu sourire comme il le fait quand il parle de vous. C'est vrai ?» Élodie regarda Mathis, ému. « Ils exagèrent, » dit-il en rougissant légèrement. « Mais c'est vrai que vous m'avez redonné le goût de la vie. » Henri s'approcha du lit. « Mathis, nous devons te parler d'une chose importante. Laurent Moreau nous a contactés. Il prétend que ton mariage n'est pas authentique, qu'Élodie t'a manipulé. »« C'est faux !» s'écria Élodie. « Bien sûr que c'est faux, » dit calmement Marguerite. « Il suffit de vous voir ensemble pour comprendre que vous vous aimez. Mais Laurent ne s'arrêtera pas là. Il prépare quelque chose. »« Quoi ?» demanda Mathis inquiet. « Il veut convoquer une assemblée générale extraordinaire, » expliqua Henri. « Faire voter une motion de défiance contre toi, prétendre que tu n'es plus en état de diriger l'entreprise. »« Il peut faire ça ? » ?»« Légalement, oui. S'il rassemble 30% des actionnaires, il peut demander ton éviction temporaire pour incapacité. » Mathis serra les poings. « Ce salaud ! Il profite de ma convalescence pour tenter un coup d'État. »« Pas forcément, » dit Henri, avec un sourire mystérieux. « Vois-tu, Marguerite et moi détenons 15% des parts de Delambre Innovation, un héritage de ta grand-mère. Laurent l'ignore. 15%? Mathis était stupéfait. « Mais pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ?»« Parce que nous ne voulions pas nous mêler des affaires. Nous préférions la discrétion. Mais là, il s'agit de protéger notre famille. » Marguerite prit la main d'Élodie. « Ma chère Élodie, accepteriez-vous de venir passer quelque temps chez nous, en Provence, le temps que Mathis se rétablisse? Nous avons une propriété magnifique près d'Aix, très discrète. Vous pourriez vous reposer loin des journalistes et des intrigues parisiennes. » Élodie regarda Mathis, qui hocha la tête avec enthousiasme. « C'est une excellente idée, le temps que je reprenne des forces et que nous organisions notre contre-attaque. »« Notre contre-attaque » répéta Élodie. « Laurent veut la guerre ?» Mathis sourit, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Élodie entrevit le businessman impitoyable qu'il pouvait être. « Il va la voir, mais cette fois, je ne serai plus seul. J'aurai ma famille. » Il regarda tour à tour Henri, Marguerite et Élodie. « Nous allons leur montrer qu'on ne s'attaque pas impunément aux Delambre. » Élodie sentit un frisson d'excitation la parcourir. L'homme fragile et vulnérable qu'elle avait soigné était en train de redevenir le PDG qui dirigeait un empire de 2 milliards d'euros. Et cette fois, elle était à ses côtés.
La propriété des Montclair en Provence était un havre de paix niché dans les collines d'Aix-en-Provence. Un mât du XVIIIe siècle restauré avec goût, entouré d'oliviers centenaires et de lavandes qui embaumaient encore malgré la saison. Élodie n'avait jamais vécu dans un cadre aussi enchanteur. C'est ici que Matisse venait passer ses vacances d'été quand il était enfant, lui expliqua Marguerite en lui faisant visiter les lieux. Après la mort de ses parents, il n'est plus jamais revenu. Trop de souvenirs douloureux. Ils s'installèrent dans l'aile ouest de la propriété, dans une suite spacieuse qui donnait sur les jardins. Matisse récupérait rapidement de son opération, mais le docteur Gerber avait été formel. 6 semaines de repos complet, sans stress ni activité intense. Malheureusement, le stress vint les trouver dès le 3e jour. « Matisse !» Henri fit irruption dans leur chambre, une tablette à la main. « Il faut que tu vois ça. » L'écran affichait un article du journal économique Les Échos, titré « Delambre Innovation, le PDG fantôme et sa mystérieuse épouse ». L'article était un brûlot. Laurent Moreau y était largement cité, décrivant un Matisse déconnecté de la réalité et sous l'influence d'une femme dont les motivations restent troubles. Plusieurs membres du conseil d'administration témoignaient anonymement de leur inquiétude face à la dérive de l'entreprise. Mais le pire était à la fin. Une photo d'Élodie sortant d'une boutique de luxe à Genève, avec la légende « La nouvelle Madame Delambre fait ses emplettes pendant que son mari lutte pour sa vie. »« C'est ignoble !» s'écria Élodie. « Cette photo date d'avant l'opération. Tante Marguerite m'avait emmené acheter des vêtements appropriés pour la clinique. Ils déforment tout, » gronda Matisse, le visage sombre. « Ils salissent notre histoire pour servir leurs intérêts. » Henri posa la tablette. « Ce n'est que le début. Laurent a programmé l'Assemblée générale pour la semaine prochaine. Il prétend que ton absence prolongée nuit à l'entreprise. » « 1 semaine ?» Matisse tenta de se lever, mais Élodie le retint. « Vous ne pouvez pas voyager maintenant. Le docteur Gerber a été formel. »« Élodie a raison, » intervint Marguerite. « Tu risques une rechute. Alors, ils vont gagner par forfait ?» Matisse était livide de rage. 15 ans de travail anéantis parce que j'ai osé tomber amoureux? Non. Henri avait un sourire mystérieux. J'ai une idée. Élodie, accepteriez-vous de vous rendre à cette assemblée? Moi? Elle écarquilla les yeux. Mais je ne connais rien aux affaires. Vous êtes sa femme. Vous pouvez le représenter légalement avec une procuration. Et surtout, Henri la regarda intensément. Vous allez leur montrer qui vous êtes vraiment. Les jours qui suivirent furent une préparation intensive. Henri et Marguerite briefèrent Élodie sur le fonctionnement de Delambre Innovation, ses projets, ses valeurs. Matisse, depuis son lit, lui expliqua les dossiers en cours, les enjeux de chaque décision. « N'essayez pas d'être une femme d'affaires, » lui conseilla-t-il. « Soyez vous-même, parlez avec votre cœur, c'est votre authenticité qui les désarmera. » Le jour J arriva trop vite. Élodie se tenait devant le siège social de Delambre Innovation, avenue Montaigne à Paris, vêtue d'un tailleur noir élégant que Marguerite avait insisté pour lui acheter. Ses mains tremblaient légèrement. « Vous pouvez y arriver », murmura-t-elle pour se donner du courage. La salle de conseil était impressionnante. Une grande table en ébène, des fauteuils en cuir, des écrans partout. Quand elle entra, accompagnée d'Henri et de Maître Dubois, un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Laurent était là, bien sûr, entouré de ses alliés. Philippe de Brennan présidait la séance avec son arrogance habituelle. D'autres visages qu'elle ne connaissait pas, tous masculins, tous en costume sombre, la regardaient avec un mélange de curiosité et de mépris. « Mesdames, messieurs, » commença Philippe, « nous sommes ici pour examiner la situation préoccupante de notre président-directeur général, Matisse Delambre. »« Monsieur de Brennan, » intervint Henri en se levant. « Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter Madame Élodie Delambre, épouse de Matisse et sa représentante légale pour cette assemblée. Nous connaissons cette dame, » dit Philippe avec dédain, « mais nous ne comprenons pas sa présence ici. Les affaires de l'entreprise ne concernent pas les épouses, » termina Élodie d'une voix claire en se levant. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle prit une profonde inspiration. « Messieurs, vous avez raison sur un point.
Je ne connais rien aux affaires. Je suis infirmière. J'ai consacré ma vie à soigner, pas à faire du profit. Laurent eut un sourire satisfait, pensant qu'elle allait s'autodétruire. Mais, continua Élodie, j'ai soigné votre PDG quand il était au plus mal. J'ai vu un homme qui se mourait, pas de sa maladie, mais de solitude. Un homme brillant qui avait construit un empire, mais perdu son âme. Le silence était maintenant total. Vous parlez de profit, de part de marché, de stratégie. Mais avez-vous seulement demandé à Matisse s'il était heureux? Avez-vous remarqué qu'il souriait de nouveau? Qu'il parlait d'avenir au lieu de se résigner à mourir? Laurent tentait d'intervenir, mais Philippe lui fit signe de se taire. Vous m'accusez de l'avoir manipulé pour son argent. Permettez-moi de vous dire ce que moi, je vois. 15 000 employés dont le patron était en train de se laisser mourir, et qui maintenant a décidé de vivre. Pour eux, pour l'entreprise, pour nous. Elle marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. Matisse m'a parlé des projets qu'il veut développer, des technologies vertes, de l'intelligence artificielle au service de la médecine, de programmes sociaux pour les employés, des projets d'un homme qui croit en l'avenir parce qu'il a enfin quelque chose pour lequel vivre. C'est très touchant, intervint Laurent sarcastique, mais les sentiments ne dirigent pas une entreprise. Détrompez-vous. Élodie se tourna vers lui. Monsieur Moreau, en 15 ans à ses côtés, avez-vous déjà vu Matisse prendre une mauvaise décision, échouer dans un projet, décevoir ses actionnaires? Laurent ne répondit pas. Moi, en 3 semaines, j'ai vu un homme renaître, retrouver sa passion, sa créativité, son envie de se dépasser. Et vous voudriez qu'il redevienne ce fantôme qui signait des contrats sans y croire? Henri se leva alors. Mesdames et messieurs, avant de voter, nous avons une annonce à faire. Marguerite et moi détenons 15% des parts de cette entreprise. Un héritage familial que nous avons gardé discret jusqu'à présent. Un murmure parcourut l'assemblée. Ces parts, nous les mettons à disposition de Matisse, sans condition, parce que nous croyons en lui, et parce que nous croyons en sa femme. Philippe de Brennan était livide. Vous ne pouvez pas... Si, Henri sourit. Matisse détient maintenant 67% de l'entreprise. Votre motion de défiance devient caduque. Laurent explosa. C'est un coup monté. Vous ne pouvez pas laisser cette femme diriger notre entreprise. Cette femme, dit une voix depuis l'entrée, ne dirigera pas l'entreprise. Mais moi, si. Tous se retournèrent. Matisse se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle mais droit, vêtu d'un costume impeccable. Derrière lui, Marguerite souriait. « Matisse !» Élodie courut vers lui. « Vous ne devriez pas être là. Je ne pouvais pas laisser ma femme se battre seule, » dit-il en la prenant dans ses bras. « Et j'avais quelque chose d'important à dire à ces messieurs. » Il se tourna vers l'assemblée. « Laurent, » dit-il calmement, « vous êtes viré. Philippe, votre poste de président du conseil prend fin immédiatement. Quant aux autres, » il balaya la salle du regard. « Ceux qui ne supportent pas mes choix personnels peuvent vendre leur part. Je les rachèterai au prix fort. » Le silence était assourdissant. « Maintenant, » continua Matisse en passant son bras autour d'Élodie, « laissez-moi vous présenter officiellement ma femme. La femme qui a sauvé ma vie et qui va m'aider à faire de cette entreprise quelque chose de vraiment extraordinaire. » Il l'embrassa sous les yeux médusés de l'assemblée. « Mesdames et messieurs, la nouvelle ère de Delambre Innovation commence aujourd'hui. » 6 mois s'étaient écoulés depuis l'Assemblée générale houleuse. L'hiver avait cédé place au printemps, et avec lui, une nouvelle vie avait commencé pour Élodie et Matisse. Ils avaient quitté Paris pour s'installer à Bourges, dans une magnifique demeure du XVIIIe siècle qu'ils avaient fait restaurer dans le quartier Saint-Bonnet. La maison était exactement ce dont Élodie avait toujours rêvé. Des pierres blondes du Berry, un jardin aux arbres centenaires, une bibliothèque aux murs lambrissés où Matisse aimait travailler, et surtout une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Madame Delambre, Sophie, leur gouvernante, une femme souriante d'une 50aine d'années que Marguerite leur avait recommandée, apparut sur la terrasse où Élodie prenait son petit déjeuner. Le maire de Bourges est au téléphone. Il souhaite vous parler du projet Marchand. Élodie sourit. Le projet Marchand.
Son rêve était en train de devenir réalité. Avec les 100 millions d'euros que Matisse avait mis à sa disposition, elle avait pu lancer la construction de la maison Marchand, le centre d'accueil pour personnes âgées dont elle rêvait depuis si longtemps. Le projet était ambitieux. Un complexe de 3 bâtiments reliés par des jardins pouvant accueillir 150 résidents dans des conditions exceptionnelles. « Madame Delambre », dit le maire des Champs au téléphone, « j'ai le plaisir de vous annoncer que la préfecture vient d'accorder toutes les autorisations définitives. La construction peut commencer la semaine prochaine. »« C'est merveilleux !» s'exclama Élodie. « Merci infiniment pour votre soutien. » Quand elle raccrocha, elle trouva Matisse debout derrière elle, souriant. « Bonne nouvelle ?»« Les meilleures !» Elle se jeta dans ses bras. « Les travaux commencent la semaine prochaine. » Il la fit tournoyer dans ses bras et elle éclata de rire. Ces 6 derniers mois avaient été une révélation. Matisse avait complètement changé. Fini le PDG stressé et solitaire. Il avait réorganisé Delambre Innovation pour pouvoir travailler depuis Bourges 3 jours par semaine, ne se rendant à Paris que pour les réunions importantes. L'entreprise, loin de souffrir de ce nouveau rythme, prospérait comme jamais. Les projets de technologie verte lancés par Matisse remportaient un succès international. Le programme social qu'il avait développé pour les employés était devenu un modèle dans le secteur. « J'ai une surprise pour vous », dit-il en la reposant. « Encore ?» Élodie rit. « Vous me gâtez trop. Attendez de voir. » Il la conduisit jusqu'au salon où une jeune femme brune aux yeux pétillants les attendait, un carton à dessin à la main. « Élodie, je vous présente Camille Moreau, architecte paysagiste. Elle va s'occuper des jardins de la maison Marchand. »« Madame Delambre !» Camille se leva avec enthousiasme. « Votre mari m'a parlé de votre vision pour ce projet. C'est exactement le type de défi que j'adore. » L'heure qui suivit fut passionnante. Camille déploya ses plans, expliquant comment elle envisageait les espaces verts, des jardins thérapeutiques, des potagers où les résidents pourraient cultiver leurs légumes, des espaces de méditation, des aires de jeu pour les petits-enfants en visite. « C'est extraordinaire », murmura Élodie en contemplant les dessins. « Vous avez réussi à traduire exactement ce que j'avais en tête. »« Votre mari a été très précis dans ses indications, » sourit Camille. Il vous connaît parfaitement. Quand l'architecte fut parti, Élodie se tourna vers Matisse. « Comment faites-vous ?»« Quoi donc ? Comment arrivez-vous toujours à deviner mes rêves avant même que je les formule ?» Matisse la prit dans ses bras. « Parce que vos rêves sont devenus les miens. Quand on aime quelqu'un comme je vous aime, on apprend à voir le monde avec ses yeux. » Ils furent interrompus par la sonnerie du téléphone. Matisse décrocha. « Allô ? Oui, Henri. Quoi ? Vous êtes sûr ? C'est fantastique. » Il raccrocha, le visage radieux. « Henri vient de recevoir un appel de Stockholm. Élodie. J'ai été sélectionné pour le prix Nobel de la paix. » Le prix Nobel ? Élodie écarquilla les yeux. « Mais pourquoi ? Pour le programme Technologies pour l'humanité que nous avons lancé. Vous savez, le projet qui met nos innovations technologiques au service des pays en développement. L'eau potable, l'énergie solaire, les communications. » Élodie connaissait ce projet. C'était l'une des initiatives dont Matisse était le plus fier. Depuis 6 mois, Delambre Innovation offrait gratuitement ses technologies les plus avancées aux pays qui en avaient besoin. « C'est grâce à vous, » dit-il en la serrant contre lui. « C'est votre générosité, votre altruisme qui m'ont inspiré. Non, Matisse, c'est votre cœur, votre nouveau cœur, celui qui bat pour autre chose que le profit. » Ce soir-là, ils dînèrent aux chandelles dans leur jardin, sous les étoiles de mai. L'air sentait le jasmin et les roses anciennes que Matisse avait fait planter partout. « Élodie, » dit-il soudain, « il y a autre chose dont je veux vous parler. Encore une surprise. D'une certaine façon, oui. » Il sembla chercher ses mots. « J'aimerais que nous ayons un enfant. » Le cœur d'Élodie s'emballa. Ils en avaient parlé vaguement, mais jamais aussi concrètement. « Vous êtes sûr ? » « Absolument. » Ses yeux brillaient d'émotion. « J'ai 40 ans de vie devant moi grâce à vous. Je veux les partager avec une famille, notre famille. »« Moi aussi, » murmura-t-elle. « Moi aussi, je le veux. » Ils s'embrassèrent longuement, sous le regard bienveillant des étoiles. « Il y a une dernière chose, » dit Matisse quand ils se séparèrent. « Quoi encore ?»
J'ai reçu un appel de Maître Dubois aujourd'hui. Les journalistes de Paris Match veulent faire un reportage sur nous. Pas un article People cette fois, mais un vrai portrait. Notre histoire, nos projets, notre nouvelle vie. Élodie hésita. Les médias leur avaient fait tant de mal au début. Qu'en pensez-vous? Demanda Matisse. Je pense que peut-être que c'est le moment. Peut-être que notre histoire peut inspirer d'autres personnes. Leur montrer qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie, pour choisir l'amour plutôt que la solitude. Alors c'est décidé. Nous allons leur montrer ce qu'est vraiment notre bonheur. Cette nuit-là, blottie contre Matisse dans leur lit, Élodie repensa au chemin parcouru. Il y a 1 an, elle était une infirmière solitaire qui rêvait d'impossible. Aujourd'hui, elle était l'épouse de l'homme qu'elle aimait, la future mère de ses enfants, et la fondatrice d'un projet qui allait changer la vie de centaines de personnes. « Matisse », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Oui, vous vous souvenez de cette grue en origami que je vous avais donnée à Bordeaux? Comme si c'était hier. Vous m'aviez dit qu'elle symbolisait l'espoir et la longévité. C'est vrai. Je crois qu'elle nous a porté bonheur. » Matisse la serra plus fort contre lui. « Non, mon amour, c'est vous qui m'avez porté bonheur. Vous êtes mon espoir, ma longévité, ma vie. » Dans le tiroir de sa table de chevet, la petite grue de papier jauni reposait près de leurs alliances. Témoin silencieux d'un amour qui avait défié la mort et triomphé de tous les obstacles. Un amour qui n'en était qu'à ses commencements. 1 an et demi après leur mariage, par une magnifique journée de septembre 2025, Élodie se tenait devant le miroir de leur chambre, contemplant son reflet avec émerveillement. Sa robe de grossesse en soie ivoire épousait parfaitement ses formes arrondies. À 6 mois de grossesse, elle rayonnait littéralement. « Vous êtes éblouissante », murmura Matisse en apparaissant derrière elle dans le miroir. Il portait un smoking noir parfaitement coupé, et ses yeux verts pétillaient de bonheur. L'homme amaigri et désespéré qu'elle avait rencontré dans cette chambre d'hôpital n'était plus qu'un lointain souvenir. Matisse était maintenant en pleine forme, rayonnant de vitalité et de joie de vivre. « Êtes-vous nerveux ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Terrifié », avoua-t-il avec un sourire. « Et vous, également, mais d'une terreur délicieuse. » Aujourd'hui était un jour particulier. L'inauguration officielle de la maison Marchand avait lieu dans l'après-midi, en présence du ministre de la Santé, du préfet, de nombreuses personnalités du monde médical et social, et surtout des premiers résidents qui allaient emménager dans la semaine. Mais ce matin, ils avaient une autre surprise à annoncer. Le reportage de Paris Match était sorti la semaine précédente et l'impact avait dépassé toutes leurs espérances. L'article, intitulé « L'amour plus fort que la mort, l'incroyable renaissance de Matisse Delambre » avait touché des millions de lecteurs. Depuis, il recevait des centaines de lettres de félicitations, de témoignages de personnes inspirées par leur histoire. « Madame Delambre », Sophie apparut à la porte. Les journalistes commencent à arriver. Et elle sourit mystérieusement. Et Henri et Marguerite sont là, avec une surprise. Dans le salon, ils trouvèrent effectivement Henri et Marguerite, mais aussi une femme élégante d'une 40aine d'années qu'Élodie ne connaissait pas. Matisse, Élodie. Marguerite se leva avec enthousiasme. Je vous présente Isabelle Moreau, directrice de la Fondation de France. Elle a une proposition extraordinaire à vous faire. Isabelle Moreau s'avança avec un sourire chaleureux. Monsieur et Madame Delambre, votre histoire et vos projets ont inspiré de nombreux philanthropes. Nous aimerions vous proposer de devenir les ambassadeurs de notre programme Solidarité Senior. De quoi s'agit-il exactement? Demanda Matisse. De créer un réseau national de centres comme la Maison Marchand. Nous avons déjà des promesses de financement pour 15 établissements dans toute la France. Vous seriez les parrains de ce programme, les garants de sa philosophie. Élodie sentit son cœur bondir. 15 centres. Son rêve se multipliait au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Nous sommes très intéressés, dit-elle d'une voix émue. Parfait. Nous pourrons en rediscuter après l'inauguration. Vers midi, ils se rendirent sur le site de la Maison Marchand. Élodie ne se lassait pas d'admirer ce qui était sorti de terre en quelques mois. Les 3 bâtiments en pierre blonde du Berry s'intégraient parfaitement dans le paysage.
Les jardins de Camille étaient somptueux. Allées ombragées, roseraies, potagers surélevés, espaces de méditation avec vue sur la cathédrale de Bourges au loin. « C'est encore plus beau que dans mes rêves », murmura Élodie. « Regardez », dit Matisse en pointant l'entrée principale. Au-dessus de la porte, une plaque de bronze portait l'inscription « Maison Marchand » en mémoire de Louise Marchand, qui a appris à sa petite fille que l'amour et la générosité peuvent changer le monde. Élodie sentit les larmes monter. Sa grand-mère aurait été si fière. L'inauguration officielle commença à 14 heures. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées dans le parc. Officiels, journalistes, représentants d'associations, futurs résidents et leurs familles, employés de l'établissement. Le ministre de la Santé prit la parole en premier, vantant ce modèle d'excellence dans l'accompagnement de nos aînés. Le préfet souligna l'exemplarité de ce projet qui honore notre région. Puis ce fut au tour d'Élodie. Elle s'avança vers le pupitre, le cœur battant. Devant elle, tous ces visages tournés vers elle, suspendus à ses paroles. Il y a 2 ans, jamais elle n'aurait imaginé vivre un tel moment. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle d'une voix claire, quand j'étais petite fille, ma grand-mère me disait toujours « Élodie, on mesure la richesse d'une société à la façon dont elle traite ses plus fragiles. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. La Maison Marchand n'est pas un simple établissement de soins. C'est un lieu de vie, de dignité, de joie, un endroit où nos aînés ne sont pas des patients, mais des personnes respectées, aimées, valorisées. Elle vit dans l'assistance des têtes qui hochaient, des sourires émus. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans le soutien inconditionnel de mon mari, Matisse. Il m'a appris qu'avoir les moyens de réaliser ses rêves est un privilège, mais que ce privilège devient une responsabilité, celle de les mettre au service des autres. Matisse la regardait avec un amour si intense qu'elle sentit son cœur se serrer de bonheur. « Et surtout, continua-t-elle, je veux remercier tous ceux qui ont cru en ce projet. Les architectes, les artisans, les futurs employés, les familles qui nous confiaient leurs proches. Vous avez fait de mon rêve une réalité. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. La Maison Marchand ouvre ses portes avec une promesse. Ici, chaque jour sera vécu dans la dignité, la bienveillance et la joie. Parce que vieillir n'est pas une maladie, c'est un privilège. Et ce privilège mérite le plus beau des écrins. Les applaudissements éclatèrent, longs et nourris. Dans l'assistance, Élodie vit des larmes sur de nombreux visages. Son discours avait touché juste. Matisse la rejoignit au pupitre. « Mesdames et messieurs, » dit-il en prenant sa main, « avant de procéder à l'inauguration officielle, ma femme et moi avons une annonce à faire. » Un silence expectatif s'abattit sur l'assemblée. « Nous attendons notre premier enfant pour le mois de février, » annonça-t-il avec un sourire radieux. Les applaudissements reprirent, encore plus enthousiastes. Dans la foule, Henri et Marguerite rayonnaient de fierté. « Et nous avons décidé, » continua Matisse, « que cet enfant grandirait ici, à Bourges, au contact de cette communauté qui nous a tant apporté. Il apprendra que le bonheur ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on partage. » La cérémonie se poursuivit par la visite des locaux. Élodie guidait les groupes avec fierté, expliquant chaque détail, chaque innovation. Les chambres spacieuses et lumineuses, le salon de coiffure, l'atelier d'art-thérapie, la bibliothèque, le salon de thé donnant sur les jardins. Madame Delambre, une journaliste de France 3, l'interpella. « Comment qualifieriez-vous votre parcours? De simple infirmière à philanthrope influente ?» Élodie réfléchit un instant. « Je ne pense pas avoir changé de métier, » répondit-elle finalement. « Je continue de soigner, simplement à plus grande échelle. Avant, je soignais des corps. Maintenant, j'essaie de soigner des vies, des âmes, des solitudes. C'est la même vocation, déclinée différemment. » En fin d'après-midi, quand les derniers invités furent partis, Élodie et Matisse se retrouvèrent seuls dans le jardin de la Maison Marchand. Le soleil déclinant dorait les façades de pierre, et l'air embaumait le jasmin. « C'est réussi, » dit simplement Matisse. « Grâce à vous. »« Non, grâce à nous. » Il la prit dans ses bras, caressant doucement son ventre arrondi. « Notre bébé a assisté à sa première inauguration aujourd'hui. » Élodie rit. « Il va grandir dans un monde extraordinaire.
Un monde que nous construisons ensemble. Ils restèrent un long moment enlacés, contemplant ce qu'ils avaient créé. La maison Marchand n'était que le début. Avec le programme de la Fondation de France, ils allaient pouvoir multiplier les projets, toucher des milliers de vies. « Matisse » dit Élodie soudain. « Oui, vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit à l'hôpital, que vous alliez faire de moi la femme la plus aimée du monde. Je m'en souviens. Vous avez tenu votre promesse. Pas comme je l'imaginais, mais... » Elle regarda autour d'elle, vers la maison Marchand, vers leur avenir. « Je me sens aimé par toutes les personnes que nous aidons, par tous ceux qui croient en nos projets. Et moi ?» demanda-t-il avec malice. « Est-ce que je vous aime assez, vous ?» Elle se haussa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Vous m'aimez comme je n'osais pas rêver d'être aimé. » Le soleil disparut derrière la colline, et les premières étoiles apparurent dans le ciel de septembre. Demain, les premiers résidents s'installeraient. Une nouvelle aventure commencerait. Mais ce soir, il savourait simplement ce moment parfait, conscient d'avoir trouvé le plus précieux des trésors, un amour qui transformait tout ce qu'il touchait en beauté. 3 ans plus tard, février 2028, la neige tombait doucement sur Bourges, en ce matin de février, recouvrant d'un manteau blanc immaculé les jardins de leur demeure. Dans la nurserie qu'ils avaient aménagée avec amour, Élodie berçait leur fils, Louis, âgé de 2 ans et demi. Ses cheveux bruns bouclés et ses yeux verts, héritage paternel, en faisaient un miniature de Matisse, mais son caractère tendre et généreux rappelait sa mère. « Maman, regarde !» Louis pointait du doigt par la fenêtre les flocons qui dansaient dans l'air. « Neige !»« Oui, mon chéri, il neige. C'est beau, n'est-ce pas ?» Matisse apparut dans l'embrasure de la porte, tenant une tasse de thé fumant. À 43 ans, il était plus séduisant que jamais. Ses tempes légèrement grisonnantes lui donnaient une distinction supplémentaire, et ses yeux brillaient de cette joie de vivre qu'Élodie lui avait redonnée. « Le conseil d'administration vient d'approuver le projet de l'île, » annonça-t-il avec satisfaction. « La 16e maison Marchand ouvrira en septembre. »« 16e » Élodie secoua la tête, encore incrédule. « Vous vous rendez compte ? 16 établissements à travers la France. Plus de 2000 résidents qui vivent dans la dignité, grâce à notre modèle. »« Notre modèle » répéta Matisse en s'approchant. « J'aime quand vous dites « notre ». Il embrassa sa femme tendrement, puis souleva Louis dans ses bras. « Et toi, mon bonhomme, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?»« Voir grand-mère Marguerite » s'exclama l'enfant avec enthousiasme. Effectivement, Henri et Marguerite arrivaient ce matin pour leur visite mensuelle. À 68 et 66 ans, ils étaient devenus les grands-parents que Louis n'avait jamais eus biologiquement, et leur affection pour lui était réciproque. « Papa, maman !» Marguerite entra en trombe, les bras chargés de paquets. « Mon petit-fils chéri !» Louis se précipita vers elle, et Élodie sourit en voyant cette scène. La famille qu'elle avait toujours désirée sans oser l'espérer s'était reconstituée naturellement autour d'eux. « J'ai des nouvelles ?» annonça Henri après les embrassades. « Stockholm a confirmé, Matisse recevra officiellement le prix Nobel de la paix en décembre. » Décembre, Élodie compta rapidement. « Louis aura 3 ans, il pourra nous accompagner. »« Nous accompagner ?» Matisse la regarda avec surprise. « Élodie, ce prix nous revient à tous les deux. Sans vous, sans votre inspiration, jamais je n'aurais créé le programme Technologie pour l'humanité. Et sans votre vision et vos moyens, jamais ce programme n'aurait vu le jour. » Henri sourit en les regardant. « Vous savez, en 3 ans, vous n'avez pas changé. Vous continuez à vous renvoyer les compliments comme une balle de ping-pong. C'est ça l'amour, » dit Marguerite avec attendrissement. « Chacun pense que l'autre est meilleur que lui. » L'après-midi, ils se rendirent tous ensemble à la maison Marchand. L'établissement fonctionnait maintenant à plein régime depuis plus de 2 ans. Et l'ambiance qui y régnait était exactement ce qu'Élodie avait imaginé. Dans le salon principal, des résidents jouaient aux cartes en riant, d'autres lisaient dans les fauteuils près de la cheminée. Quelques-uns participaient à l'atelier peinture. Madame Élodie, Madame Roussel, une ancienne institutrice de 85 ans qui était l'une des premières résidentes, s'avança vers eux. « Et le petit Louis, comme il a grandi !» Louis, maintenant habitué à ses visites, courut vers le jardin d'hiver où plusieurs résidents l'attendaient
pour leur partie de domino quotidienne. Élodie le regarda partir en souriant. « Il apprend tellement de choses ici, » dit-elle à Mathis. « La patience, le respect des aînés, la valeur de l'expérience. Et eux apprennent de lui la spontanéité, la joie de vivre. C'est un échange magnifique. » Madame Fournier, la directrice de l'établissement, les rejoignit. « Madame Delambre, j'ai reçu la visite d'une délégation japonaise hier. Ils veulent adapter notre modèle là-bas. Et ce matin, un appel de Montréal. Le modèle s'exporte, constata Mathis avec fierté. Votre vision dépasse maintenant les frontières. Ce soir-là, après le dîner, quand Louis fut couché et que Henri et Marguerite furent repartis pour leur hôtel, Élodie et Mathis se retrouvèrent dans leur bibliothèque. Un feu crépitait dans la cheminée, et dehors, la neige continuait de tomber paisiblement. « Mathis, » dit Élodie en se blottissant contre lui sur le canapé, « j'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, quand vous m'avez demandé en mariage dans cette chambre d'hôpital, comme si c'était hier. J'avais accepté en pensant que c'était peut-être la dernière belle chose que je pourrais faire pour vous. Un geste d'amour avant que vous ne partiez. » Mathis la serra plus fort contre lui. « Et maintenant, je réalise que c'était en fait la première belle chose de notre vraie vie, le début de tout. » Elle leva les yeux vers lui. « Je voulais vous dire merci, me remercier. Mais de quoi? De m'avoir tenu toutes vos promesses. Vous aviez dit que vous vous battriez. Vous l'avez fait. Vous aviez dit que vous me rendriez heureuse. Vous l'avez fait. Vous aviez dit que vous feriez de moi la femme la plus aimée du monde. Et vous l'avez fait, pas comme je l'imaginais. Je pensais que vous parliez de célébrité, de reconnaissance sociale, mais vous parliez d'autre chose. De quoi? De me donner une vie si belle, si pleine, si généreuse, que l'amour me revient de partout. De nos résidents qui me considèrent comme leur fille, des familles qui nous confient leurs proches, des employés qui travaillent avec passion. De toutes ces personnes à travers le monde que nous aidons grâce au programme Technologie pour l'humanité. » Les larmes montaient à ses yeux. « Vous m'avez appris qu'on peut être aimé de 1000 façons différentes. Par vous d'abord, d'un amour absolu et inconditionnel. Par notre fils, de cet amour pur et innocent de l'enfance. Par votre famille qui m'a adopté. Mais aussi par tous ceux que nous aidons, tous ceux que nous inspirons. » Élodie. Chaque soir, en me couchant, je pense à tous ces visages, à tous ces sourires, à toutes ces vies que nous avons touchées. Et je me dis que je suis effectivement la femme la plus aimée du monde. Pas la plus connue, pas la plus admirée, mais la plus aimée. Mathis la regardait avec une émotion immense. « Vous savez ce que vous m'avez donné en retour ?» dit-il doucement. « Dites-moi, le sens. Pendant 40 ans, j'ai vécu sans comprendre pourquoi j'étais sur Terre. Depuis que je vous connais, chaque jour a un sens. Chaque projet, chaque décision, chaque geste trouve sa justification dans l'amour que nous partageons et que nous transmettons. » Il caressa sa joue. « Vous m'avez sauvé la vie, Élodie. Pas seulement médicalement. Vous m'avez sauvé l'âme. » Ils restèrent longtemps silencieux, enlacés devant le feu qui dansait dans l'âtre. Dehors, Bourges dormait sous son manteau de neige. Dans quelques heures, un nouveau jour se lèverait, apportant son lot de projets, de défis, de bonheur. « Mathis » murmura Élodie. « Oui, dans 40 ans, quand nous serons vieux et que nous vivrons peut-être dans l'une de nos maisons marchands, que direz-vous de notre histoire ?» Mathis sourit. « Je dirai que nous avons prouvé que l'amour peut vraiment changer le monde. Un geste à la fois, une vie à la fois. Je dirai que nous avons transformé un coup du sort en destinée. Et je vous aimerai encore, plus encore qu'aujourd'hui, si c'est possible. »« C'est possible, » murmura-t-elle avant de l'embrasser. Dans le tiroir de la commode, la petite grue en origami reposait toujours, maintenant encadrée et accompagnée d'une photo de leur mariage. Symbole d'un espoir qui avait donné naissance au plus bel amour du monde. Cette nuit-là, Élodie rêva qu'elle était de nouveau cette jeune fille de 16 ans sur les quais de Bordeaux. Mais cette fois, quand elle tendait l'origami au jeune homme en pleurs, elle savait qu'elle venait de planter la graine de sa propre destinée. Une destinée d'amour, de générosité et de bonheur. Une destinée qui ferait d'elle, effectivement, la femme la plus aimée du monde.